Alors bonsoir tout le monde, que je vois plus maintenant, parce que vous êtes dans la lumière. Donc on est très contente, en tout cas moi je suis très contente et j'imagine que vous aussi, d'être ici pour parler ce soir de la répartition entre la famille et le travail, et surtout pour les femmes. En septembre dernier, vous le savez, notre Parlement votait 2 petites semaines de congé paternité, 2 petites semaines arrachées par peut-être le demi-million de personnes qui étaient dans la rue le 14 juin pour la grève féministe. Ces 2 petites semaines qui font de nous, du coup, encore les derniers en la matière en Europe, sont désormais soumises à référendum par l'UDC qui a lancé un référendum. Selon l'OUEF, on est donc 20e dans le monde, la Suisse, en matière d'égalité. Et vous avez, pour la plupart, j'imagine, lu et les livres de Titiou et ceux d'Emma. Et la France est bien meilleure que nous, puisqu'elles sont 12e. Donc voilà, alors d'abord, on va commencer par dire bonsoir à tout le monde, à notre merveilleux panel. 2 autrices, d'abord pour commencer, qui se sont engagées pour plus d'égalité en popularisant, entre autres, le concept de charge mentale. Bonsoir Emma. Je vous dis les uns après les autres, mais pour garder le suspense. En mai 2017, vous l'expliquez dans votre BD « Fallait demander ». C'est la charge mentale. Il y a eu 216 000 partages sur Facebook. On va en parler. Bonsoir Titiou, le coq. La même année, de votre côté, vous publiez chez Fayard un essai intitulé « Libéré ». Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, une vaste enquête sur les inégalités face au ménage dans les couples hétérosexuels à partir d'une chaussette sale qui vous a foutu en rogne. C'était celle de trop. Et en 2017, c'était aussi, là on s'en souvient bien, l'année de MeToo, l'année de la réouverture des débats de société sur les inégalités de genre et les rapports de domination. Avec nous aussi 2 Suisses ce soir, Colette Free du Bureau de l'égalité Genevois, bonsoir. Et un homme, Gilles Crétenant, coordinateur roman du programme Men-Care, qui vise à sensibiliser les hommes au piège de la virilité notamment, et à s'approprier la sphère du care, donc du soin, et celle du foyer. Donc merci à toutes d'être ici. On a à peu près 1h30 devant nous, donc on va essayer de laisser autant de place que possible pour vos questions. Mais on va quand même commencer pour mieux faire connaissance avec un bilan qu'on va tenter de tirer de ces 2 ans, puisque ça fait 2 ans que vous avez écrit et lancé ces pavés dans la mare. Je ne sais pas laquelle de vous deux veut commencer. Peut-être, Emma, vous en parlez, vous, dans votre livre « Des princes pas si charmants ». Hein, vous le tirez, ce bilan. Peut-être on vous écoute. Salut, mais oui. Bonsoir. Bon, mon bilan, il n'est pas super positif, désolée. Du coup, en 2017, moi, j'avais publié la BD qui a popularisé un peu le terme de charge mentale. Et c'est vrai que ça avait fait une sorte de tsunami à l'époque sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'étais plutôt pleine d'espoir parce qu'on en a beaucoup parlé, les médias s'en sont saisis, etc. Mais mon bilan, en fait, c'est que cet engouement, il s'est heurté à 2 obstacles. Le premier, c'est l'obstacle capitaliste. C'est-à-dire qu'en fait, le concept de charge mentale, il a été récupéré un peu partout pour faire des sous. Donc ça a été utilisé pour vendre des listes de trucs et astuces aux femmes, pour se débrouiller avec leur charge mentale, pour mieux s'organiser, pour régler leur maladie qui est de vouloir tout contrôler, voilà, pour leur apprendre à lâcher prise. Et puis le deuxième obstacle, en fait, c'est, je trouve, le retournement de la faute sur les femmes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit que c'était les femmes qui s'organisaient mal, qu'elles voulaient pas lâcher prise, qu'elles voulaient pas laisser faire leur conjoint. Et du coup, on a finalement peu parlé du manque d'investissement des hommes dans la sphère privée. Les médias masculins, enfin les magazines masculins se sont pas emparés de la question, ce qui fait que moi j'ai un peu l'impression qu'au niveau de la répartition des tâches, on est toujours au même point. J'aime ton optimisme. De rien. Non, alors du coup, je me sens obligée de contrebalancer un peu, tu vois, par esprit de contradiction. Non, moi, ce qui m'a beaucoup frappée quand on a sorti nos livres, c'est, je pense qu'on a vécu la même chose, c'est la masse de messages. Mais vraiment, j'ai eu l'impression que on avait, nous, senti dans nos expériences un truc qui avait un problème. On se dit, il y a un petit problème. Et la masse de messages de femmes, mais qui étaient en dépression nerveuse, vraiment, qui étaient dans la souffrance. Les femmes étaient malheureuses. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. En France, les femmes, notamment quand elles viennent accoucher, juste, elles sont malheureuses. Et vraiment, ce qui ressortait dans les messages, c'était, j'ai personne à qui en parler.
Et clairement, mon livre était un peu, je pense, un prétexte pour elle de se dire, j'ai quelqu'un à qui, voilà, avec qui je peux essayer de partager ça. Et ce besoin de trouver une interlocutrice, quelqu'un parce que autour d'elle, parce que la famille les écoutait pas, parce que les copines comprenaient pas forcément, etc. Les conjoints voulaient pas en entendre parler. Et j'ai vu ce truc de, c'était beaucoup des messages qui disaient, je pensais que j'étais la seule. Et je pensais que j'avais un problème. Et je pensais que le problème, c'était moi, quoi. C'était moi qui n'arrivais pas à m'épanouir avec les responsabilités de la maternité, avec le fait de jongler avec tout. Enfin, tout le monde a l'air d'y arriver, sauf moi. Enfin bon. Et d'un coup, je pense que le fait que nos livres sortent, ça a politisé la question. Elles ont arrêté de se dire c'est moi qui sais pas faire et j'ai un problème, et en fait on a un problème, et c'est un problème de société, et c'est un problème politique, et c'est un problème de rapport de force entre les genres. Donc ça c'est quand même, tu vois, un point positif. Non mais c'est vrai. Enfin, ça dépend ce qu'on en attend. Et concrètement, il ne s'est rien passé après. Hein. Moi, j'aurais plein, on en parlera après. Moi, j'ai plein de propositions pour les gouvernements, de trucs à faire. Mais évidemment, il ne s'est rien passé. Mais déjà, c'était une espèce de MeToo de la maternité, quoi. Enfin, une espèce de libération de la parole là-dessus et de besoin de se retrouver entre nous, de savoir qu'on peut en parler. Mon livre, beaucoup de gens, à chaque fois, c'était... quand on me demandait des dédicaces, c'est pas pour moi, c'est à ce que je vais l'offrir à... Et voilà, c'est le livre qu'elles avaient envie de filer pour le faire lire, pour qu'on les comprenne. En fait, tu l'expliques mieux que moi. Et voilà, je disais la même chose qu'elle, mais elle se dit, bon bah voilà, il lira et peut-être il comprendra ce que je vis, quoi. Parce qu'on s'est promis qu'on n'allait pas redéfinir le concept de charge mentale, mais ce qui m'a frappé dans votre parcours, Titiou, c'est que vous découvrez et vous lisez Simone de Beauvoir à 11 ans, je crois. Donc vous êtes féministe à peu près de naissance, et il a fallu attendre la maternité pour réaliser en fait que vous, toute féministe que vous étiez, vous vous retrouviez quand même à faire des lessives et à ramasser des chaussettes. Ouais, mais il y a plein de raisons pour ça qui sont, on le sait, de toute façon, les inégalités se creusent avec l'arrivée du premier enfant. Mais c'est une statistique. C'est juste, on peut connaître les statistiques quand on les vit. Quand on les vit vraiment, genre on se lève le matin et on vit la statistique, on fait ah oui, bah tout de suite, non, c'est pas pareil, quoi. Et en plus, quand on est plus jeune, alors j'espère que maintenant, justement, à l'heure actuelle, les jeunes générations sont hyper prévenues. Moi, j'ai été élevée, on m'a dit c'est bon, l'égalité, elle est gagnée, quoi. On y est. C'est le MLF, elles ont tout fait. Maintenant, c'est bon, les filles, les garçons, pareil, égalité. Et effectivement, quand on débute dans la vie professionnelle, à 20 ans, on est tous au SMIC et on galère tous, donc il n'y avait pas de différence, quoi. Je ne pouvais pas me dire, ils sont mieux payés que moi. Non, ce n'était pas vrai. Donc il faut attendre, il y a un truc d'âge qui fait que, vers la trentaine, là, les écarts entre les opportunités professionnelles, on commence à voir un peu les choses. Et puis le bébé, et puis voilà. Et là, on sait, mais en fait, non, on n'y était pas à l'égalité. Colette Free, les chiffres, les statistiques, c'est carrément votre métier, parce que vous savez combien de temps, 30 ans que vous êtes féministe engagée, que ce soit à la LAVI, le Bureau contre les violences faites aux femmes, enfin le Bureau de l'aide aux victimes, ou maintenant au Bureau de l'égalité de Genève. Et j'imagine que tous les 8 mars, comme à peu près toutes les personnes qui travaillent sur ces dossiers, vous sortiez les mêmes chiffres. Est-ce que c'est pas décourageant que même après ça, et après MeToo, et après des livres sur la charge mentale, on en soit là encore ? Alors, il est vrai que le Bureau de la promotion de l'égalité a fêté ses 30 ans en 2017. Donc, on a réalisé une publication à ce moment-là qui était un bilan de l'évolution sociologique et juridique en Suisse et à Genève, et aussi des activités en lien. Et alors, il y avait un constat qui était que les choses avançaient lentement, un petit peu quand même. On a un congé maternité maintenant en Suisse, donc il a fallu l'attendre 50 ans, mais enfin on en a un. Il est un petit peu plus généreux à Genève, c'est bien. Le congé paternité, vous l'avez mentionné avant, on n'y est pas encore, mais il y a quand même une ouverture qui semble se présenter, et je pense que la marche, enfin la grève des femmes le 14 juin a vraiment montré aussi une volonté de la société d'aller de l'avant. Donc on espère que ce mouvement va en effet se poursuivre. Et il est vrai que les chiffres... L'Office fédéral des statistiques a sorti cette année des nouveaux chiffres qui montrent que le modèle de répartition du travail dans les couples hétérosexuels avec enfants, l'arrivée de l'enfant crée vraiment un déséquilibre. Donc, on est passé du modèle le père travaille à plein temps et la mère est à la maison à s'occuper de l'enfant, à un modèle le père travaille à plein temps et la maman diminue son temps de travail pour s'occuper de l'enfant. Donc, c'est quelque chose en effet qu'il faut modifier, puisqu'on sait que ça va précariser aussi les
les membres du couple qui travaillent à temps partiel. Un modèle plus égalitaire serait que les deux membres du couple travaillent à temps partiel. On essaye en effet de favoriser aussi, et ça c'est nos actions auprès des entreprises, mais on y reviendra après, des mesures pour favoriser les conciliations de vie. La conciliation de vie est une problématique complexe qui demande des mesures au niveau sociétal, au niveau des familles et au niveau des employeurs. Mais un livre qui est sorti il y a 2 ans qui titrait malheureusement « Devenir parent, devenir inégaux ». Et il montre que même dans les couples avec une volonté d'égalité, la structure même de la société, la difficulté d'accès aux moyens de garde externes fait qu'il y a des inégalités. Alors nous avons un homme ce soir et c'est rare aux créatifs, je crois. Anne-Claire le rappelait en préparant ce panel. Gilles Crétenant, on l'a dit et on le voit un peu avec ce qui s'est dit aujourd'hui. C'est un problème structurel, un problème de société. La société a remis les femmes au travail sans imaginer que quelqu'un d'autre allait s'occuper des enfants et du ménage. Vous faites partie des hommes qui essayent d'investir, de réinvestir la sphère du care avec votre programme Men Care. C'est juste vous incarnez le changement, en somme. Je ne sais pas si c'est le changement, mais peut-être l'évolution en tout cas. Donc le programme Men Care, c'est Men and Care. Ça veut dire justement, quelque part, cette transition, en tout cas pour le monde occidental, ce qu'on appelle l'émancipation des hommes dans leur sphère intérieure. Au même titre que vous, parmi toutes ces femmes ici présentes, vous émancipez, vous combattez pour vous émanciper, pour sortir de cette sphère intérieure dans laquelle, depuis le néolithique ou bien avant, on vous a mise. Autant les hommes ont aussi été, même s'ils l'ont choisi eux-mêmes, dans cette sphère publique, politique, pouvoir, avec cette relation au pouvoir et cette injonction à la domination qui définit une certaine sorte de masculinité qu'on appelle virilité et qui est un peu notre référentiel ancestral. Et ben nous, on travaille justement sur retravailler sur ce lien à refaire de ces hommes qui puissent s'intéresser à leur sphère intérieure et faire ce chemin d'émancipation vers leur sphère intérieure. Donc cette injonction à la domination qu'ils font subir autour d'eux, ça veut dire à commencer par leurs congénères hommes, aux femmes, aux enfants, aux animaux, à la nature, au monde et même au cosmos. Si on écoute un monsieur qui aime bien les Twitter, qui avait envoyé il y a 2 ans de ses États-Unis un message disant « Après la Lune, Mars, après Mars, le cosmos ». Cette injonction a toujours dominé. Celle-là, évidemment qu'on la remet en cause et on discute sur justement se développer cette sphère intérieure, cette sphère plus subtile, cette sphère liée aux relations aux autres, à sa dimension intérieure, à la relation par rapport aux émotions, aux ressentis, de pouvoir identifier les émotions, pouvoir identifier, pouvoir dire un nom, poser un nom sur une émotion, ce genre de choses pour lesquelles nous ne sommes pas, en tant qu'hommes, dans notre monde, éduqués. Et c'est ça un des challenges, c'est de déconstruire ces rôles genrés du côté des hommes. Qu'est-ce que ça vous fait penser, ça vous fait réagir ou pas? C'est une bonne idée, une mauvaise idée, un pas en avant? Oui, non, c'est une excellente idée. Alors, par contre, j'ai juste, mais il y a beaucoup de gens qui le disent, il y a un présupposé, on dit, oui, les femmes sont dans le milieu intérieur domestique depuis le néolithique. C'est faux, en fait. C'est depuis le 19e siècle. C'est ultra récent. Et donc, on se dit, c'est vraiment le 19e siècle et le siècle qui nous a fait le plus de mal aux femmes. Alors, ça a vraiment été... C'est là où on a pris très, très, très cher. Et en fait, on part pas d'un... C'est pas la vision de l'histoire, c'est pas on part d'un état d'inégalité totale et du coup, on tendrait vers forcément un mieux, etc. Ça marche pas du tout comme ça. Il y a eu des périodes au Moyen-Âge où les femmes vivaient beaucoup mieux qu'au 19e siècle. Et donc, au 19e siècle, ça a été théorisé comme un code de politique sociale, ce qu'on a appelé la théorie des 2 sphères. Donc, il y avait la sphère extérieure, le travail, etc. C'était les hommes et la sphère intérieure, domestique, et voilà. Ça, c'était les femmes. Mais c'est très récent, c'est même la 2e moitié du 19e siècle. Et donc voilà, on est enfermé dans un système dont en plus on nous a dit, parce qu'on l'a beaucoup entendu, qu'effectivement c'était comme ça depuis la préhistoire. Non, c'est pas vrai. Et plus on fait des recherches en histoire, plus on se rend compte. La semaine dernière, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des femmes samouraïs. C'était oui, il y a eu des femmes samouraïs, il y a eu des grands vikings, des combattants grands vikings qui étaient des femmes aussi. Mais voilà, je pense que c'est important de se dire non mais en fait même la vision de l'histoire qu'on a et de notre histoire en général elle est assez fausse. Emma? Moi je pense qu'il y a 2 choses en fait. Il y a effectivement cette question des émotions, je suis tout à fait d'accord et je pense que
Quand on parle par exemple des victimes de violences sexuelles, on voit qu'il y a 75% de femmes, donc il y a aussi des hommes. Mais par contre, dans les auteurs, il y a 97% d'hommes. Donc c'est absolument important de travailler sur la virilité, sur les injonctions à la virilité. Après, moi, je fais des ateliers en école d'ingénieur et donc du coup, j'ai des futurs informaticiens à qui j'essaye d'expliquer l'égalité de genre. Et c'est vrai que le truc qui me frappe, c'est qu'ils ont du mal à avoir leur intérêt dans l'histoire. En gros, quand je parle de sexisme, ils me disent bah oui, le sexisme, c'est discriminer un sexe. Donc je dis les deux sexes, oui. Donc là, j'explique que c'est un système de domination. Mais en fait, à partir de là, on arrive à la discussion sur en fait, les hommes, aujourd'hui, n'ont pas intérêt à s'investir dans la sphère privée. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve. C'est-à-dire que dans un contexte où en fait la vie est difficile aujourd'hui parce qu'on est dans un contexte où économiquement on est menacé, on est précaire, on n'est pas sûr de ce qui nous attend dans l'avenir, autant encourager les femmes à investir la sphère professionnelle, à s'émanciper financièrement, économiquement, il y a une dynamique à ce niveau-là, autant encourager les hommes à prendre un temps partiel, un congé parental quand on sait que ça implique des petites retraites, un risque de précarité important, et puis aussi investir une sphère qui n'est pas du tout valorisée culturellement et socialement, et c'est plus dur. Et je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à convaincre de l'idée que le féminisme gagnerait aux deux genres. Bon, je vais vous donner la parole, Gilles, juste après, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on thématise peu, en fait. C'est aussi le fait que dans un système capitaliste, et je parle d'ici en Suisse, c'est difficile de vivre sur un seul salaire et de pouvoir se loger et nourrir ses enfants. Ça concerne aussi toutes les familles monoparentales. Mais du coup, on a tendance à sous-traiter ce travail, ce qui crée encore d'autres inégalités, ce que vous thématisez souvent, Emma, dans votre livre, mais vous aussi, Titu, je crois. Donc du coup, ça crée en fait l'inégalité de base de dire on ne peut pas s'occuper de tout, donc il va falloir qu'on délègue, crée encore d'autres inégalités salariales. C'est ça ? Oui, mais parce que c'est tous les emplois qui consistent à s'occuper des autres ou à se faire le ménage, etc., sont sous-payés. Mais après, c'est une inversion il faudrait une inversion complète du système de valeurs à l'heure actuelle. Se dire que s'occuper des autres, en fait, ça mérite vachement d'argent et que je sais pas, être community manager, c'est un peu moins utile à la communauté, donc ce sera moins bien payé. Mais notre échelle de valeur, quand on regarde l'échelle des salaires dans nos sociétés, c'est juste délirant, comment on a pu en arriver là. Donc, mais ça veut dire une vraie révolution intellectuelle, d'inverser les choses et de se dire, oui, évidemment, les hospitaliers, on les paye plus, dans les crèches, on les paye plus, et ouais. Est-ce que c'est ça alors, Gilles, ce que vous voulez, en fait, c'est que les hommes aussi renoncent à de l'argent pour s'occuper Alors moi je veux rien pour les hommes et les femmes non plus, c'est chaque individu qui doit se construire et construire sa vie. Moi je rencontre des pères et des futurs pères maintenant depuis plusieurs années en Suisse romande et ils sont trentenaires, des fois quinquas, des fois 20 ans. Et c'est vrai que ce que j'observe, c'est que quand on leur demande leur figure du père, quand on fait une démarche où on est toujours dans le jeu, où on parle et on exprime ses émotions, déjà ils sont surpris de savoir qu'ils connaissent plusieurs mots autour des émotions et du ressenti. Donc certains disent à la fin, je suis fier de moi parce que j'ai réussi à exprimer des émotions, je ne pensais pas que j'en étais capable. Un deuxième aspect, c'est cette relation dans la paternité. Elle a ça de particulier, c'est que c'est ce qu'on appelle un teachable moment. C'est un moment où on est ouvert à recevoir des informations en tant qu'homme. Et à ce moment-là, eux rentrent dans leur sphère intérieure parce qu'ils vont avoir une responsabilité nouvelle, c'est celle de s'occuper d'un enfant. Et les nouveaux parents, les parents des nouvelles générations, c'est pas des nouveaux pères, ça j'aime pas trop les étiquettes, les parents des nouvelles générations dont les pères, ils ont ce sens de la relation, de la relationnalité. Ça veut dire avoir une relation en conscience avec son enfant. Souvent ils regardent leur passé de fils et ils se disent mon père il a été aimant, il a fait ce qu'il pouvait, il a bossé beaucoup, il était absent, etc. Parce qu'il a travaillé, il a fait ce qu'il pouvait. Mais ce qui me manquait beaucoup, c'était cette relation à deux que j'ai très peu eu avec lui, cette relationnalité. Et ça, ils ont envie de le reproduire. Et c'est un besoin qui leur appartient. C'est pas un droit qu'ils veulent, c'est un besoin, c'est de rentrer en relation plus près, plus vite avec leur enfant. Et ça se traduit par un désir d'être là dans les premières semaines après la naissance, bien entendu, aussi pour accompagner la maman, mais aussi surtout pour eux. Donc le fameux congé
paternité, mais aussi donc ça repose la question du nombre d'activités, parce qu'on l'a vu, c'est pas juste une division du temps de travail où on se dit ben voilà, il y a tant d'heures où il faut s'occuper de la famille ou des enfants, on les divise par deux, et donc quand même souvent le père va prendre ou favoriser le jeu, les sorties et tout ça, mais quand on revient au ménage ou qui tient la brosse à chiottes, parce que ça m'a beaucoup fait rire, c'est quand même souvent la femme. Mais ça, on peut apprendre aussi aux hommes à se dire que dans la sphère intérieure, il y a aussi la brosse à chiottes. Moi, j'ai mis longtemps à l'apprendre. Hein. J'ai 30 ans de vie de couple, 3 enfants. Et puis, c'est vrai que pendant 15 ans, je n'ai pas réalisé ce que ça représentait vraiment, cette charge mentale que ma compagne portait. Mais j'ai réalisé aussi avec le temps. Et maintenant, c'est moi qui l'apporte au plus à la maison. Mais c'est à 50 ans. Bon, mais vaut mieux tard que jamais. Mais c'est moi qui l'apporte, et je suis en train de me rendre compte ce que c'est que ces stickers sur la tête. Et ils sont nombreux, ils sont toujours présents, et j'en décolle, et ils s'en recollent derrière. Donc maintenant, le vrai enjeu, c'est pas tellement la répartition exacte des tâches. L'enjeu, dans la définition de la charge mentale, c'est qui est-ce qui s'occupe d'organiser, de penser à la tâche. Et à ces hommes avec qui j'échange, je leur dis, votre femme, votre partenaire, votre compagne, ce qu'elle attend de vous, c'est pas que vous arriviez le soir en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, chérie ?» malgré ma journée harassante de travail. Ce qu'elles attendent de vous, c'est de dire « J'arrive, je suis un coparent. Donc, je prends la responsabilité des enfants, et j'ai des sphères qu'on aura discutées ensemble, dont j'ai la responsabilité complète. » Un exemple, dire, si c'est la nourriture, le frigo, je ne sais même plus la couleur du frigo. La femme doit dire la couleur du frigo, la micro-la-cope, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est toi qui t'occupes de A à Z. Et donc, c'est ce genre de discussion sur la responsabilité individuelle dans le groupe. Et là, il y a certaines prises de conscience qui arrivent lorsque je discute de ça, de ces éléments-là, parce que beaucoup se rendent compte qu'ils sont encore dans le faire, mais pas dans le prendre la responsabilité, alors qu'ils sont engagés réellement à augmenter les activités domestiques pour leur famille. Alors effectivement, je pense qu'on le lit aussi dans vos ouvrages, c'est vraiment le nerf de la guerre, est-ce que c'est juste qu'est-ce que je fais, ou je fais les courses, qu'est-ce que je vais acheter, ou est-ce que je sais acheter des enfants, des enfants, non ça non, on en a assez, on n'en veut pas, non. On n'en veut plus. Non, mais les chaussures de mes enfants à la bonne taille. Je propose qu'on ouvre sur cette épineuse question, justement, un moment pour les questions. Mais alors, il faut vous manifester fort parce que je ne vois rien du tout. Oui. Je ne sais pas si elle est longue, je vous amène le micro. Elle est assez courte. Ouais. C'est par rapport aux responsabilités qui découlent du fait de mettre quelqu'un au monde. Je pense que personne ici n'est sans connaître la fameuse vidéo à propos du harpon percé. À peu près de quoi je veux parler. On va l'expliquer, ouais. Mais... alors, je vous laisse poser une question qui est déjà ouverte. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui, donc, au nom d'un combat pour l'égalité, etc., amène à ce que son fils ait le harpon percé, est-ce que vous pensez qu'il est digne de la responsabilité? Vous pouvez dire elle, vu que vous parlez de moi. Soyez pas hypocrite. Je parle de vous, exactement. Est-ce que vous pensez que cette personne est digne de la responsabilité qui lui est confiée du fait que cet enfant n'est pas une tâche ménagère? Alors, je pense que vous n'avez pas lu mon livre, sinon vous sauriez exactement ce qui se... Voilà, on est d'accord. Ok. Oui, ouais, je pense que Titu, je vous laisse expliquer le tympan percé. Hein, je raconte l'histoire du tympan percé, c'est un truc que je raconte dans le livre qui est le moment où on s'est dit, alors effectivement, il y a deux manières de faire pour répartir les tâches. Soit on se dit telle partie des tâches, c'est entièrement toi qui t'en occupes. Alors par exemple, les courses, voilà, effectivement, l'alimentation, tu t'en occupes de A à Z. Soit on fait des tours, chacun son tour, etc. Et il se trouve que mon deuxième fils avait en permanence une otite, quoi. Quand il était bébé, son enfance a été une longue otite. Et j'en avais... Enfin, tous les vendredis soirs, j'étais chez la pédiatre, quoi. À un moment, elle ne le voyait même plus. Elle me laissait dans la corbeille l'ordonnance. Je récupérais l'ordonnance. Je disais, c'est reparti, quoi. Et j'avais dit, non, mais là, en fait, c'est plus possible parce que je l'ai fait quand j'étais en congé mat. Là, je suis plus en congé mat. Donc, j'ai dit à mon compagnon, on va faire chacun son tour. Donc là, vu que j'ai fait les 12 dernières fois le pédiatre, ce sera toi la prochaine. Il me dit, oui, pas de souci. Et puis, mais vraiment, genre, une semaine plus tard, la nuit, notre fils pleure. Et là, je me dis, oui, il pleure. Il a une otite, c'est sûr. On prend sa température, pas de température. Et mon compagnon dit, non, pas de fièvre, pas d'otite.
Je lui ai dit, bah, demande à la crèche. Il demande à la crèche dit, oh non, il va très bien, il n'y a pas de souci. Et moi, j'étais là, je sais, il est une otite, c'est forcément ça. Il me dit, mais non, je t'assure, c'est pas ça et tout. Il se passe rien, je lui dis, non, mais ok, je l'emmènerai pas chez le pédiatre. Effectivement, j'ai pas de preuves, c'est ton tour, tu gères. Ok, on a dit, tu gères. Et 2 jours plus tard, la crèche m'appelle et me dit, oui, alors en fait, il a le tympan percé, il y a du liquide qui sort et tout. Là, j'ai pété un plomb, j'étais, mais au fond du gouffre, et je raconte dans le livre, mais si vous êtes déjà senti merdique comme parent, vous imaginez pas moi ce jour-là. Et en fait, on l'a emmené chez la pédiatre et c'est un truc pas dû. Alors, ça a l'air hyper grave, tympan perforé, c'est rien du tout. Hein. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. C'est pas très grave. Et donc, voilà, il a été soigné. Et, ah ouais, bah non, pas du tout. Et en l'occurrence, je suis mieux placée que vous pour le savoir. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'histoire. Mais juste, si je peux ajouter ou abonder, à quel moment il s'est dit ou écrit dans quelle Bible de la parentalité que la mère a la responsabilité de l'enfant qu'elle met au monde? Non, mais c'est une vraie question. C'est vrai, j'ai posé une question. J'ai relancé, c'est vrai. D'une part, avant l'invention des biberons et des maternités, je pense que la réponse est assez claire. Maintenant, évidemment, vous allez vous taquer. Alors, il y avait aussi les nourrices. Oui, il y avait plein de systèmes. Les femmes également, on est d'accord. Oui, mais pas la mère biologique. Vous êtes sur un truc très biologique. Mais tous les enfants du monde, quand ils ont mal aux oreilles, ils demandent pas au papa, ils demandent à la maman. C'est bien le problème. Ah, mais c'est faux. Sérieusement, monsieur, ouvrez un livre de sociologie. Ça sert à rien de venir ça sert à rien de poser des questions si vous n'êtes pas renseigné avant sur la notion de construction et de dire des choses fausses sur la biologie. Enfin, c'est pas possible. Mais voilà, je crois qu'on l'a comprise. Mais c'est pas une question. Vous êtes venu pour me dire, oui, vous n'êtes pas digne d'avoir des enfants, etc. Mais bien sûr que si. Mais vous l'avez dit, ça y est. Je crois qu'on vous a entendu, ça y est. Alors, est-ce qu'il y a... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions constructives? Voilà, madame. La féministe qu'elle est derrière, là, s'énerve. Hein. Merci beaucoup pour vos interventions et vos ouvrages. Aujourd'hui, en 2019, notamment avec ce qui s'est passé en Suisse, comment faire que ces problèmes qu'on vit au niveau familial, au niveau individuel, soient pris en compte au niveau d'une société? Donc, on entend que vous intervenez auprès d'ingénieurs, mais comment faire pour que ça s'inscrive peut-être un peu plus tôt auprès de l'éducation, qu'il y ait une réflexion pour qu'il y ait un vrai changement de société et non pas qu'on reste dans comment faire au sein de notre couple, comment on s'organise et que ça reste quelque chose d'individuel? Alors moi, il y a une mesure à laquelle je tiens beaucoup, qui ne verra sans doute jamais le jour. Je suis pour le retour des cours d'éducation ménagère. En fait, c'est un truc qui existait au 19e siècle, au 20e siècle. Mais c'était pour les filles. Mais moi, j'ai eu des cours d'éducation ménagère mixtes dans mon canton, à Fribourg. Mais je crois que ça existait très peu de temps. Parce qu'après, ce qu'on a fait, c'est qu'on on les a supprimés parce qu'on s'est dit, non, mais les filles, elles méritent la même chose que les garçons. Donc, on va... c'est toujours l'idée de comment est-ce qu'on obtient l'égalité femmes-hommes. Et jusqu'à présent, ça a toujours été dans le sens de se mettre au niveau des hommes. Et tu vois, donc les cours d'éducation ménagère, comme c'était un truc de femmes, et ben, pour arriver à l'égalité, on les a supprimés. Mais c'est hyper révélateur, c'est sur la question justement de ce qu'on disait sur les valeurs morales, etc. À quel moment, en fait, on va demander juste les valeurs masculines, on va les descendre, et on va se dire non, les valeurs féminines sont très bien aussi. Bon, donc les cours d'éducation ménagère, c'est un truc typiquement, si on considère que l'inégalité femmes-hommes est un sujet politique, qui du coup regarde l'ensemble de la société, que les gouvernements ont un truc à y faire, il y a l'éducation, donc les cours d'éducation ménagère pour les filles et les garçons dès la maternelle, en les prolongeant en élémentaire, au collège, etc. Ça fait qu'on leur inculque les gestes, déjà les gestes de nettoyage, et en plus les mêmes exigences de nettoyage. Parce que c'est un des problèmes dans les couples hétérosexuels aussi, c'est que l'exigence n'est pas la même. C'est en général, il y en a un des deux qui a une norme de propreté et de rangement plus élevée que l'autre. Et parfois, il se trouve que c'est la femme, cette personne. Et du coup, ça fait des problèmes. Et je pense que c'est vraiment des trucs, là, pour le coup, c'est tellement pas biologique
le rapport à l'ordre, au rangement, que voilà, l'école devrait s'en emparer. Est-ce qu'on peut entendre Colette Free justement sur pourquoi est-ce que les bureaux de l'égalité, vous vous battez pas pour remettre des cours d'éducation ménagère familiale, l'économie familiale? Alors, on se bat pour promouvoir des sensibilisations au genre dans toutes les écoles, dès la crèche, mais pas forcément des cours d'éducation ménagère, mais de sensibiliser au fait qu'il n'y a pas des qualités liées au masculin ou au féminin, que les enfants sont égaux, qu'ils ont des qualités qui sont les leurs et qui ne doivent pas être genrées. Et on a un matériel pédagogique qu'on est en train de diffuser actuellement dans les écoles en Suisse romande, qui est oser vivre les vies que vous souhaitez sans qu'il y ait des injonctions de genre. Et c'est aussi le libre choix des carrières, parce que on s'aperçoit que les filles, elles ont un choix de métier qui est beaucoup plus restreint et qui d'ailleurs est plutôt prépondérant dans les métiers du care, qui sont aussi choisis, alors parce qu'on considère que le care c'est plutôt féminin, et aussi parce qu'elles choisissent à l'avance des métiers où elles imaginent qu'elles pourront avoir plus facilement du temps partiel qui leur permettra de s'investir dans la famille. Donc le but est vraiment de promouvoir des choix de carrière libres de stéréotypes et aussi des investissements dans la vie privée qui ne soient pas genrés. Donc ça commence depuis la crèche jusqu'à tous les niveaux scolaires. Et puis au niveau de la conciliation des vies, c'est un travail qui doit être fait de sensibilisation et de déconstruction des stéréotypes vis-à-vis de la population, vis-à-vis des hommes, des femmes et aussi des employeurs. Un employeur qui engage une femme dans la trentaine, il va craindre qu'elle va un jour avoir un enfant et donc être absente, moins investie, etc. Parce que la charge de s'occuper des enfants, ça serait la sienne. Alors que s'il engage un homme dans la trentaine, il ne se posera pas ces questions-là. Donc c'est aussi de sensibiliser au fait que nos hommes et femmes devraient avoir le même investissement et que engager quelqu'un qui a des talents, ça ne doit pas être quelque chose de genré. Il faut engager quelqu'un pour le travail et les compétences qu'il amène. Donc c'est une sensibilisation à tous les niveaux de la société et nos bureaux essayent de le faire. Aujourd'hui, par exemple, en tout cas à Genève, c'est encore au bon vouloir des professionnels. C'est-à-dire qu'en ayant des enfants en crèche ou en ayant des enfants scolarisés, on peut encore entendre de la part de professionnels, que ce soit en crèche ou à l'école, avoir des propos sexistes. Et qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui reviennent, où on se dit, ça dépend en fait de la sensibilité du professionnel, de la professionnelle qui travaille avec nos enfants. Et ça, c'est encore une réalité aujourd'hui. Oui, alors en effet, d'où le travail de sensibilisation des enfants, des jeunes, mais aussi des professionnels. On a une publication qui a été éditée l'année dernière par plusieurs départements, dont le nôtre et d'autres services, qui était du sexisme ordinaire aux violences sexuelles, repérées pour agir. Et c'était justement un outil pour les professionnels, puisque le sexisme se cache dans des petits commentaires, dans le regard justement dévalorisant et dévalorisé sur le féminin. Donc ça passe par la formation des professionnels, et là aussi, donc, depuis la formation des enseignants. Actuellement, on a la Convention d'Istanbul qui a été ratifiée par la Suisse depuis une année, et c'est un outil extraordinaire où on est en train de travailler à niveau suisse, mais pour que ça retombe au niveau de tous les cantons, pour que justement la formation à l'égalité et à la prévention des violences de genre se fasse à tous les niveaux. Merci Colette Free. C'est vrai qu'après, il y a la différence entre le discours et le faire. Et les cours d'économie familiale ont quand même l'avantage d'être dans le faire, dans l'action. Il y avait une question, madame. Elle est longue? Je vous amène. Oui, c'est plutôt une réaction. Alors venez. Si vous êtes d'accord de vous approcher un petit peu. Merci. Je viens du canton de Berne. Je suis enseignante. Dans le canton de Berne, l'économie familiale, c'est pour les garçons et les filles. On a la journée Futur en tout genre qui essaye justement de faire en sorte que les filles aillent voir des métiers de garçons. On a plusieurs choses, par exemple les travaux manuels, travaux à l'aiguille. Dans beaucoup d'écoles, les enfants sont obligés de faire 6 mois de travaux manuels, 6 mois de travaux à l'aiguille. Mais en attendant, on n'est pas mieux lotis qu'à Genève où ce n'est pas le cas. Donc, merci pour tout ce que vous faites, mais il faut aller encore plus loin. Ça ne suffit pas. Il y a une autre, je ne sais pas si vous voulez réagir, parce que je sens que c'est une des différences. Vous êtes plus sur quelque chose d'individuel, alors que vous êtes plus sur une révolution féministe. Tout court.
C'est ça, c'est parce que, en fait, alors moi je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que si on peut pas juste conseiller aux femmes de plus se laisser faire ou de lâcher prise, on peut pas non plus juste conseiller aux hommes de prendre cette place. Ça marche pas. Ça marche pas parce que cette répartition genrée, et je crois que c'est ce que tu dis aussi à un moment dans le bouquin, cette répartition genrée des tâches, entre travail productif, enfin même la répartition des tâches, il y a le travail productif, c'est-à-dire le travail salarié qui génère des richesses, et puis il y a le travail reproductif qui consiste à, c'est le travail domestique en fait, et qui lui est gratuit. C'est pas un hasard en fait que ça s'est mis en place, c'est parce qu'en fait il y avait besoin. Toute la structure capitaliste, elle s'appuie sur ce travail reproductif gratuit, et donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc du coup, je pense que c'est très bien de donner des cours et d'encourager les enfants à avoir des comportements non genrés, mais il faut aussi questionner l'organisation économique de la société. Qui fait ce travail, qui le paye. Si les deux prennent un temps partiel, est-ce que ça atteint leurs finances? Comment on fait pour survivre quand on est un couple précaire? Donc pour moi, la question, c'est quand même plus de travailler sur aussi, en tout cas, de travailler sur la question économique, c'est-à-dire une baisse du temps de travail pour tout le monde. Ça se fait pas individuellement, quoi. Une baisse du temps de travail pour tout le monde avec conservation des salaires. Et du coup, ça s'attire une autre réflexion dont je parle dans le tome violet, mais aussi un peu là-dedans. C'est-à-dire que quand on parle aux gens et qu'on dit, en fait, il faut travailler moins et conserver nos salaires, les gens ils disent, c'est pas possible, mais en fait, si. Donc du coup, il faut avoir une réflexion sur les métiers, pourquoi on travaille, pourquoi on produit plein de trucs inutiles, il y a plein de métiers inutiles, enfin, je sais pas, trader, banquier, journaliste financier. Donc ça, en fait, quand on... Si on peut commencer cette question. Pour moi, la charge mentale, c'était pas une finalité, c'était le moyen d'aborder tous ces sujets. Et puis après, on tire le fil et on déroule toute la plotte. Et pour moi, donc, c'est pas qu'une révolution féministe qu'il faut, c'est une révolution tout court, en fait. Vous voulez réagir ou pas forcément? Je vous pose oui, non, moi on est d'accord. On est d'accord. Après, moi, tu vois, j'ai fait là où je suis plus pessimiste, moi j'ai fait le deuil. Je pense que je verrai pas l'égalité femmes-hommes de mon vivant. C'est un truc que j'ai compris quand je travaillais sur le livre. Alors, arrivant d'une génération où je pensais qu'on était déjà à l'égalité, j'ai fait un bond. Je dis non, et en plus je ne la verrai pas, quoi. Donc c'est la beauté du militantisme. En même temps, c'est se battre pour les générations futures. Hein, on n'en profitera pas. Et donc, je pense qu'on est dans un truc très compliqué de... on décrypte les inégalités, on les vit, elles sont là, et machin. Et en même temps, on sait qu'on n'arrivera pas, nous, à l'égalité. Et même, tu vois, d'un point de vue personnel, au sein de nos couples, hein, on le sait. On essaye de faire au mieux, mais on n'y sera pas. Et ouais, du coup, il y a une espèce de hiatus, de dissonance cognitive permanente à se battre pour un truc. On se dit, mais ce sera pas pour nous, quoi. En même temps, on voit qu'il y a des mouvements sociaux qui s'enflamment un peu partout, que le libéralisme est remis en cause, pas seulement par les femmes en grève chez nous, mais aussi, on l'a vu en Espagne notamment. C'est là où il y a je pense que l'impératif écologique peut changer quelque chose, mais pareil, comme à chaque fois, ça c'est un truc qui s'est retourné contre les femmes. C'est-à-dire que effectivement, mieux consommer, mieux manger, ouais, mais c'est les femmes qui l'assument, quoi. Enfin, le long prix composteur, acheter en vrac, aller te trimballer avec tes trucs en verre pour aller acheter en vrac et machin, et ouais. C'est un truc, et en plus avec quelque chose de très, il y a une espèce de discours où comme c'est la terre-mère et voilà, c'est des choses vraiment du care et prendre soin de la planète et blabla, et oui, évidemment, c'est les femmes, quoi. Les femmes, elles vont me prendre... Non, en fait, on va pas non plus sauver la planète, quoi. Pour sauver la planète, il va falloir que les hommes, ils prennent aussi le long prix composteur et qu'ils aillent remettre dedans, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y avait une question là-haut. Bonjour, alors Pauline Barre, fondatrice de The Working Moms. Donc moi je suis une des capitalistes qui surfent sur la vague. Bon, alors je vais vous dire, avant je travaillais, j'étais fonctionnaire internationale à l'UNICEF. J'ai démissionné de ce poste-là après 8 ans pour monter mon entreprise et je gagne beaucoup moins ma vie maintenant avec mon entreprise. Mais justement, voilà, ce que je veux, c'est vraiment que les femmes puissent concilier vie privée et vie professionnelle. Et donc moi j'interviens auprès des particuliers et auprès des entreprises. J'espère aussi par la suite avoir un impact aussi auprès, bien sûr, des États, de la politique.
Et voilà. Et j'aimerais bien qu'on discute ensemble aujourd'hui de ce qu'on peut faire en fait déjà à un niveau court terme. Et on va dire, enfin, chacun d'entre nous, si vous avez en fait juste quelques idées comme ça, comme solution pour concilier vie privée, vie professionnelle pour les femmes et qui, bon, bien sûr, peuvent impliquer complètement les hommes aussi. Mais juste, voilà, quelques exemples comme ça, assez concrets que je pense, voilà, s'il y a des femmes qui sont aujourd'hui aussi mamans, qui peuvent revenir avec quelques exemples concrets pour faire directement chez elles. Et merci Emma, parce que tu m'as inspirée pour créer mon entreprise avec ta BD, et voilà. Merci beaucoup. Donc bon, alors même si vous venez de casser toutes les solutions possibles, on va quand même essayer d'ouvrir une partie solution, effectivement. Je sais pas, vous voulez répondre à ce qui vient d'être dit ou je continue? Bon, c'est mon point de vue. Hein. Moi, je suis toujours très gênée qu'à chaque fois que je fais un travail, en fait, pas par rapport à ce que tu as dit, mais plus de façon générale, hein, on me demande, même mon éditeur, des fois, quand j'arrive à la fin d'un bouquin, on me dit il faut mettre des solutions. Et je trouve qu'on est vraiment dans une culture du tout en main, du clé en main, du kit quoi, de vie, qui se traduit par tout un tas de trucs, mais notamment toute la dynamique du développement personnel et de absolument atteindre le bonheur tout de suite à court terme et de pas avoir envie de faire partie de quelque chose de plus grand, quoi. Je parle pas de religion, mais je parle plutôt de trucs, de participer à un effort collectif qui vise à améliorer la société. Et quand la société s'améliore, la vie des gens s'améliore. Pour moi, c'est comme ça qu'on le fait de façon durable et profonde et pour tout le monde, quoi. Sinon, dès qu'on tombe dans la solution individuelle, c'est les femmes qui ont des sous qui vont en profiter. et souvent aussi, ça va servir un peu à les culpabiliser, puisque comme tu as des solutions, si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas bien utilisé les solutions. Donc moi, mon travail, il vise pas à donner des solutions, je suis désolée, et je sais que beaucoup on vient me voir pour dire qu'est-ce que je fais, et je dis je suis désolée, je ne sais pas, parce que la solution c'est tout le monde en fait. Je fais ce travail pour qu'on soit nombreuses à saisir de la question et à faire bouger la société et les structures, et je le fais pour poser des questions et pas pour donner des réponses. Et je sais que c'est frustrant, et ça me frustre que ça soit frustrant, parce que de plus en plus en fait on est vraiment encouragé, je trouve, à être feignant politiquement. Et enfin, pas feignant dans le sens plutôt à se sentir dépolitisé, vraiment dépossédé de notre pouvoir politique pour vraiment agir uniquement en consommateur et en individu. Et voilà. Donc moi je défends plutôt une idée. Si on me demande quoi faire, qu'est-ce que je fais, je dis rejoins un collectif féministe, engage-toi dans une lutte, même si c'est pas féministe, une lutte sur ton lieu de travail, une lutte sociale, n'importe quelle lutte. Les luttes, c'est des accélérateurs en fait, c'est des gros moteurs de changement. Donc plutôt fais ça plutôt que de faire un planning sur ton frigo ou j'en sais rien, parce qu'on sait très bien qu'il va le remplir à la fin. Voilà. Mais après. Voilà, mon but c'est pas de dire ne faites rien chez vous et tout ça, c'est juste de dire moi je suis pas là pour ça et c'est pas mon créneau. Bravo. C'est votre créneau, c'est totalement votre créneau. Oui, alors en effet, il y a le travail qui est fait par rapport à la conciliation des vies privées et professionnelles. On travaille depuis des années avec les entreprises. Donc, les entreprises en Suisse sont majoritairement des petites et moyennes entreprises. Et on offre alors pas forcément l'outil clé en main, mais des plateformes avec des bonnes pratiques et des recommandations avec différents outils. Et puis, pendant des années, on a proposé à des entreprises de pouvoir les accompagner dans une mise en place de mesures de conciliation des vies adaptées à leur propre réalité. Donc, ça peut être pas forcément le temps partiel, parce qu'on a vu que ça peut précariser financièrement des personnes, mais le télétravail, les horaires souples, une annualisation des horaires, beaucoup plus de liberté qui permettent à la personne, alors ça dépend encore aussi de quel type de métier, mais que l'employé, homme ou femme d'ailleurs, parce que ce n'est pas des mesures pour les femmes, mais pour tous les employés, quel que soit leur sexe, de pouvoir justement bénéficier d'assouplissement des horaires et des conditions de travail, en faisant attention qu'il n'y ait pas non plus un brouillage entre le monde professionnel et le monde privé, mais que ce soit vraiment le travail qui s'adapte au mieux aux conditions de vie des employés. Et les entreprises, en tout cas certaines, réagissent très positivement, parce qu'il y a une sensibilisation au fait qu'il faut pouvoir permettre aux employés de concilier la vie privée et la vie professionnelle, et puis aussi parce que c'est une façon d'avoir des équipes motivées. Donc il y a ces outils vis-à-vis des
des entreprises. Et puis, il y a aussi une volonté politique. Alors, depuis le 12 septembre de cette année, nous avons une loi cantonale qui vise à renforcer les accueils des enfants en âge préscolaire. Donc, ça montre aussi qu'il y a une volonté politique, étatique, de renforcer les possibilités d'accueil. Donc, en effet, ça doit être une réponse et politique et des entreprises, et puis après aussi une réponse des personnes privées. Est-ce que vous avez une autre question? Moi, je suis obligée d'observer quand même que on est vraiment majoritairement féminine encore à parler de charge mentale. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la salle. Il y en a. Oh, il y en a. Mais vous êtes quand même minoritaire, désolée. Hein. Oui. Bonsoir. Je suis du collectif pour la grève des femmes du 14 juin. Et j'aimerais insister sur justement ce qui vient d'être dit, l'importance du collectif. Ce n'est pas notre collectif, mais d'être un collectif et de se sentir appuyés les unes sur les autres. On a une force, il ne faut pas l'oublier. Vous dites on n'y arrivera pas, vous n'y arriverez pas pendant toute votre vie, alors que devrais-je dire moi? Mais moi, oui, mais ce combat féministe qui a commencé il y a déjà dans les années 70, dans lequel j'étais déjà là, je ne perds pas espoir pour autant. Il faut qu'on soit ensemble. Et c'est que dans les luttes collectives qu'on arrivera à quelque chose. Maintenant, apprendre à ces messieurs ou à ces jeunes garçons à faire le ménage, oui, je veux dire, mais je ne pense pas que c'est de ne pas savoir qui est le problème. Je veux dire, passer la poussière, il n'y a pas besoin de faire 3 ans d'études sur la question. La machine à laver, ils n'arrivent pas à la faire fonctionner, mais je veux dire, ils arrivent à faire fonctionner des machines bien plus compliquées. Donc, ce n'est pas ça le problème. Maintenant, les solutions, elles passent en tout premier par le congé parental. Tant qu'on ne verra pas que avoir un enfant, c'est une prise en charge collective faite par un couple et non par l'homme et la femme dans les couples hétérosexuels. Tant que les entreprises ne verront pas que c'est bien les hommes autant que les femmes qui sont responsables des enfants, eh bien, évidemment, il y aura cette différence qui se marque dès le premier enfant de façon beaucoup plus flagrante. Et je pense que c'est fondamental qu'on obtienne ce congé parental qui reconnaisse et qui mette en place cette idée qu'un enfant, ça se fait à 2 et que les 2 personnes, les 2 employés sont touchés, ont un impact sur leur vie par rapport à la prise en charge des enfants. Il faut aussi que dans ce congé parental, les hommes, dès le début, se prennent en charge. Si dans ce congé parental, on arrive à avoir le premier mois obligatoire à prendre par l'homme et la femme, et que l'homme est dès le premier mois concerné, ça sera déjà différent pour la suite. Et puis, on a pu avoir 3 semaines de congé par année pour les soldats pendant des années. Les hommes suisses avaient 3 semaines payées par les employeurs et l'État. Aujourd'hui, quand on en demande mieux, il y a un référendum qui est en ce moment à Berne. Et puis, qu'est-ce que c'est 2 semaines pour un enfant? Vous rigolez, c'est presque une insulte. Il faut absolument se battre pour ce congé parental. Et je vous donne rendez-vous le 8 mars. Parce que le 8 mars, on va se mobiliser de nouveau. Le collectif pour la grève féministe sera là. Venez nous rejoindre pour organiser tout ça. On a besoin de vous. Alors sur le congé parental, je suis absolument d'accord. Je milite à fond pour. Je fais des articles, et je comprends pas pourquoi en France les hommes sont pas dans la rue tous les samedis après-midi pour dire on veut notre congé paternité, on le veut. Parce qu'effectivement, ce que vous avez obtenu, vous avez déjà obtenu un truc, c'est bien, c'est ce qu'on a nous en France, ça ne sert à rien. Hein. Moi, je suis pour 2 mois obligatoire, pas optionnel. Il faut que ce soit une obligation. Ça empêchera aussi le côté oui, mais je pourrais être mal vue par mon employeur, c'est-à-dire que les hommes n'auront plus à se justifier de faire ce choix de prendre un congé. Ils n'auront pas eu le choix. Ils disent je suis désolée, non, je peux pas venir travailler, je suis obligée d'aller changer les couches. Et voilà, il y a un truc à faire là-dessus. Je suis absolument d'accord. Sur l'éducation ménagère, quand même, c'est pas question d'apprendre à passer la poussière.
c'est question d'apprendre un autre rapport à l'espace. Moi, ça m'a frappé quand j'ai commencé mon livre, c'était sur les tâches ménagères. Et après, j'ai écrit un chapitre sur le métro et la rue. Parce que le rapport à l'espace, si on est un homme ou une femme, n'est pas le même, quoi. Et ça se voit c'est pas le même dans le rapport à l'espace domestique, où les femmes sont plutôt à l'aise dans leur maison, etc. Elles veulent que la maison soit jolie. Et donc, elles vont voir le ticket de caisse qui traîne, le ticket de banque, machin, qui est chiffonné sur le coin de la table. Et par contre, elles vont se sentir pas bien dans le métro, dans la rue, etc. Là où les hommes, ils sont dans leur salon, quoi. Nous, dans le métro, ils sont dans le salon, hein, ils sont bien. Donc, il y a un vrai truc là-dessus de rapport à l'espace qui, pour moi, est lié à l'éducation ménagère, parce que le ménage, c'est effectivement s'occuper de l'espace autour de soi et des gens avec qui on vit. Donc, je maintiens quand même, il y a un truc à faire. Mais congé parental, éducation ménagère obligatoire, on est bien. On a 2 bonnes revendications. C'est un bon début. D'autres revendications? C'était déjà les revendications de la grève, hein, aussi. Oui. Moi, j'avais une question pour tout le monde. Qu'est-ce que vous auriez comme avis par rapport au fait de payer les parents qui seraient au foyer? Alors, c'est ce dont tu parlais, Emma. Est-ce que c'est une bonne idée de payer les parents qui restent au foyer pour ce travail gratuit, enfin, pour ce travail qui aujourd'hui est gratuit? Moi, je pense que c'est une bonne idée de discuter de la question théoriquement, parce que ça met en valeur un truc qui est qu'on considère que c'est pas du travail. Et du coup, moi, dès que je lève le sujet de peut-être qu'il faudrait payer, il y a plein de gens qui disent non mais n'importe quoi, alors pourquoi? Parce que c'est pas du travail. Ah bon? C'est quand même du temps où tu ne fais pas que pour toi, tu fais pour d'autres êtres humains. Donc si, oui, mais bon, on le fait parce qu'on aime. Toi, tu n'aimes pas ton travail. Voilà. Donc, en fait, il y a aucun argument pour justifier la gratuité du travail domestique, à part le fait que sinon, si on devait le payer, le capitalisme ne tiendrait pas debout, quoi. Mais par contre, je pense qu'en vrai, il faut pas le faire, parce que ça va. Enfin, c'est d'ailleurs ce programme de l'extrême droite en France. Et là, ce qui va se passer actuellement, c'est que ça sera pas un vrai salaire, ça sera une indemnité, je pense. Et du coup, ça va être quelque chose qui donne pas droit à une avancée. Je ne sais pas. Moi, je suis pas très carriériste, mais quand même, un progrès de carrière, c'est limité dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait après, en fait, une fois que les enfants sont grands? Ça donne. Du coup, voilà, il y a la question des points cotisés pour la retraite, pour le chômage, pour la santé. Donc, en vrai, je pense qu'il ne faut pas le faire pour des raisons d'égalité. Mais par contre, avoir cette discussion, et pour moi, c'était ça un peu le but du mouvement pour le salaire. Parce que, en fait, c'était le mouvement Wages for Housework. Et on leur reprochait beaucoup de vouloir ramener les femmes au foyer, justement parce qu'ils militaient pour un salaire ménager. Mais en fait, eux, ce qu'ils disaient, c'est un salaire contre le travail ménager. C'est-à-dire, en levant cette question de faire payer le travail ménager, on montre que c'est un travail, et du coup on le sort de l'invisibilité, et du coup on aide les femmes à s'émanciper. C'est très discutable, hein, il y a d'autres théories et tout ça. Alors avec un point non mais c'est Delphi, hein, c'est Christine qui a travaillé là-dessus, mais c'est-à-dire qu'en France on a un système qui est juste le pire qu'on puisse faire, à savoir qu'il y a des déductions d'impôts pour le mari dont la femme ne travaille pas. C'est-à-dire que non seulement il ne rémunère pas son épouse pour le travail qu'elle fait, mais en plus, lui, il gagne de l'argent, donc il y gagne 2 fois. Donc il y a un système d'aide comme ça, tu vois, indirect, par le biais du foyer fiscal, qui est un truc juste fou, quoi. Oui. Ah, pardon. Je peux juste réagir un petit peu à chose sur... pardon, j'arrive avec 1 heure de retard, j'avais un cours avant, donc voilà, je prends le train en route. Donc si je redis un truc que vous avez déjà dit, arrêtez-moi tout de suite. Mais effectivement, l'histoire de salariés comme ça, le travail, on va dire domestique, le care, quoi, effectivement, c'est une idée un peu compliquée, que souvent moi je couple avec le RBI, parce que je trouve que c'est une solution. Enfin, voilà, c'est un des... Le revenu, donc elle parle du revenu de base inconditionnel. Il paraît être une espèce de fenêtre dans laquelle il faut changer beaucoup de choses. Hein. Qui est quand même, elle aussi, portée pour relancer la croissance et remettre de l'argent dans la machine, parfois, mais bon. On peut le voir comme ça, mais on peut le voir différemment. Tout à fait. Alors, sur la question du RBI, peut-être, je sais pas. Si attendez, je voulais juste que, ok, pas de salaire pour le care, mais le fait de vraiment l'établir en tant que chiffre, si on considérait que ce travail-là correspondait... Enfin, moi, je disais toujours que quand j'élevais mes enfants, j'étais infirmière, animatrice socioculturelle, psychologue, femme de ménage, enfin bon, tous ces trucs.
et d'essayer de faire un peu ce que ça coûte, une journée, ou une semaine, ou un mois de mère de famille, etc. Et puis de voir le fric que c'est. Parce que ça fait très peur. Et en fait, c'est hyper bien de voir la somme d'argent que ça représente. Et là, parce que ça veut dire, c'est tout le boulot auquel nous, on contribue bénévolement, quoi. Enfin, c'est juste ça. Et ça, c'est énorme. Donc ces chiffres, ils existent, hein, en tout cas pour la Suisse. Vous les avez là en Il y a tête? une journaliste du Temps, sauf erreur, en janvier 2017, qui a fait un article. Et elle a estimé le travail d'une mère au foyer à 7 500 francs. 7 500 francs par mois. Moi, j'avais lu plus que l'ensemble du secteur bancaire suisse, qui est quand même bien élevé. C'était plusieurs milliards, mais comme je suis nulle en chiffres, je ne peux pas vous dire un vrai chiffre. Mais donc, la question, c'était est-ce qu'il faut chiffrer, en fait, juste pour communiquer? Donc, dire aux hommes, regardez tout ce qu'on fait. C'est ça. Enfin, aux hommes ou à ceux qui ne le font pas? Ou dans quel esprit de prendre la mesure? En fait, c'est prendre la mesure. C'est vraiment juste ça. Je pense que prendre la mesure de ça fait percuter quand même là-dessus. Parce que l'autre moyen de prendre la mesure, c'est celui qu'on a essayé, c'est la grève, hein, du coup. Oui, mais là, c'est hyper bien. C'est évidemment hyper bien parce que du coup, ça peut aussi toucher et rendre confiant plein de gens. Mais vraiment, je trouve que le versant économique de ça, il est crucial, à mon sens. C'est vraiment de dire, ok, tout tient sur nos épaules. Et puis, c'est super. Les nanas, on est des filles hyper calées. Et puis, on arrive à assumer plein de trucs en même temps. Enfin, on reste un peu dans ce discours. Tout à coup, le chiffrer et puis faire vraiment un matériau économique donc, qui est investi par une politique libérale, qui est investi. Vraiment, on est sur le champ politique tout à coup. Et c'est ça qui est intéressant. En fait. Donc on revient sur politiser la lutte en fait. Ne pas oublier qu'elle est collective et de la politiser. C'était effectivement, on en a parlé un petit peu peut-être juste avant que vous arriviez. Est-ce qu'il y a d'autres Oui. Tout d'abord, merci vraiment beaucoup pour votre travail et puis vraiment d'avoir justement thématisé cette charge mentale. Moi, j'ai pas d'enfant. Mais on y réfléchit et puis du coup ça me questionne beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé et c'est une réalité, ça a beaucoup pesé sur moi dans mon couple pour qu'on réussisse à petit atteindre ce partage des tâches et ce partage de la charge mentale. On n'y est pas encore, mais voilà. Mais du coup j'ai peur de retomber. Et puis en voyant vos solutions en fait, moi j'ai mon compagnon, il a eu les cours d'école ménagère. Et puis, je me dis que peut-être il aura un congé paternité de 2 semaines. J'aimerais qu'il ait un congé paternité de plus, mais ça, j'y crois pas trop, parce qu'on ne va pas non plus attendre 50 ans pour faire des enfants. Mais je me dis, couplé à ça aussi, et je ne sais pas si en Suisse il existe quelque chose, mais un cours aussi, parce que finalement, quand on devient parent, on doit apprendre des choses également. Et puis, ce qu'on entend beaucoup de la part des hommes aujourd'hui, c'est « je sais pas faire ». Et je me dis, mais finalement, pourquoi pas proposer des cours obligatoires aux 2 parents pour apprendre finalement comment faire et pour qu'ils se sentent justement aussi bien dans cette tâche et puis pour valoriser ces tâches comme un apprentissage et pas quelque chose d'inné. Merci. Peut-être à du coup, parce que c'est ce que oui, vous là, je vais essayez rebondir de faire. là-dessus, puisqu'en fait, c'est ce que je fais maintenant avec ces futurs papas et ces jeunes papas qui sont des fois mélangés. Et là, les futurs papas, ils sont super contents parce qu'ils voient des survivants. Ils voient des papas qui ont passé l'accouchement, qui ont réussi à être présents. Et c'est important pour eux parce que ça leur diminue sensiblement la tension et la pression endogène. Cette tension qu'ils ne vont jamais communiquer autour d'eux parce que c'est des hommes. Un homme, ça ne communique pas ses émotions, même pas à son meilleur pote. Ça ne parle pas de sa vie intime, ça ne parle pas de ses ressentis, de ses émotions. Donc, ils doivent travailler avec ça et ces groupes-là, ils sont fantastiques parce qu'ils voient qu'ils sont plusieurs à vivre les mêmes choses. Et là, on travaille avant, si possible, en amont, avant l'accouchement, puis pas 1 mois parce que ça se prépare autrement. Il faut si possible qu'ils soient là 6 mois avant, dès qu'ils savent à peu près, qu'ils puissent être là. Et puis qu'ils puissent préparer dans le couple comment ils veulent organiser leur mode de vie familiale.
Et nous, on ne parle pas de modèles, ça suffit ces modèles, on en a assez. Ils sont carrés, ronds, triangulaires, ils ne vont jamais pour personne. On parle de mode de vie familiale, chaque couple est différent, qu'il soit d'ailleurs arc-en-ciel ou pas, peu importe, mais chaque couple est différent. Et donc il va s'organiser comment? En fonction de sa réalité socio-économique. S'ils n'ont pas d'argent ou pas, c'est des contraintes. C'est facile de dire 2 personnes à travailler à temps partiel. Il y a 5% de couples inclusifs en Suisse, ça veut dire où les deux choisissent la répartition du travail rémunéré et non rémunéré librement. C'est pour l'instant 5. Avant, il y avait moins, il n'y avait rien. Maintenant, on est déjà à 5-6%. Ça croît. C'est ces couples qui ont choisi un mode de vie, qui voulaient l'avoir et qui ont réussi à l'obtenir. Mais c'est encore évidemment minoritaire parce qu'il y a des contraintes structurelles, des inégalités de salaire hommes-femmes, etc. C'est très, très important de se préparer. Et les hommes, les femmes, vous avez, celles qui vont accoucher, des cours de préparation à la naissance, qui sont assez médicaux, mais aussi psychosociaux. Pardon ? Les hommes viennent. Hein. Ouais. Les hommes, ils viennent, mais les cours, ils sont adaptés pour les femmes principalement. Et il y a peu d'accompagnement psychosocial des hommes. Et ces accompagnements-là, maintenant, ils en ont besoin. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps par Santé Sexuelle Suisse, avec la HES bernoise, qui montrait quels sont les besoins en planning familial, par exemple, pour les hommes. Les hommes ne savent pas du tout que le planning familial, c'est aussi adressé à eux. Ils y vont seulement lorsqu'il y a des grossesses qui sont ambivalentes. Et puis pour des tests du sida et des tests HIV, voilà. Et tout le reste, eh bien, les besoins qui étaient exprimés par ces hommes, c'était comment je fais pour m'occuper de mes enfants, comment je fais pour être adéquat avec ma partenaire, ma femme, comment je fais pour être un bon papa, entre guillemets, etc. C'est tous des besoins psychosociaux. C'est nouveau, ça, c'est génial. Ça veut dire qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils doivent travailler sur eux pour se préparer. On dit communiquer, c'est un vilain mot. Moi, j'aime pas. Je préfère la relationnalité. La relationnalité, c'est la relation en conscience entre 4 yeux. On se regarde les yeux dans les yeux. La communication, c'est des mots. Des fois, ça veut rien dire. Et ben, dans cette relationnalité, ils apprennent, grâce à la grossesse, ils commencent à s'initier à ce travail sur les émotions, parce que là, ils ont subi ça. Parce que pour une fois, il y a quelque chose qui leur échappe complètement. Ce contrôle absolu que tout homme doit avoir, tout d'un coup, il ne l'a plus parce que la nature est juste un peu plus forte que lui. Et donc, se lâcher prise, tout ça, c'est un grand apprentissage. Et ils s'ouvrent, et c'est un bon moment pour les avoir. Donc, c'est toujours des moments magnifiques, gracieux, très respectueux, terriblement respectueux, qui se passent et qui permettent aux couples de se préparer. Et dans ces rencontres, ils vont discuter avec leurs partenaires. On discute entre hommes parce que c'est une éducation commune qu'on a reçue. Mais ensuite, ils vont discuter avec leurs partenaires, ils reviennent. Et donc, il y a vraiment des échanges qui sont faits réciproquement pour qu'ils aient plus d'outils à la sortie. Une réaction ou on passe à d'autres questions Pardon, et puis il y a aussi quelqu'un là. Mais vous voulez... Non, vas-y. Bonjour. Alors tout d'abord, merci. Je connais bien les travaux d'Emma et Titu, je vous remercie, parce que j'ai longtemps été une féministe révoltée, je pense qu'on peut le dire, sans savoir ce que j'étais réellement quand j'étais plus jeune. Et puis, parce que la société m'a tapé sur la tête longtemps, je me suis un peu mis dans le moule. Et j'avoue que j'arrivais pas à retrouver ma place pendant longtemps. Maintenant, je suis mariée, j'ai un fils, et j'avoue que quand j'ai su que c'était un fils à la naissance, parce que je ne savais pas pendant la grossesse, ça m'a un peu surprise, parce que je ne pensais pas savoir du tout m'y prendre. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je suis un peu perdue. Maintenant, il a 1 an et demi. Et du coup, pratiquement, c'est vrai que je ne sais toujours pas comment je vais l'élever dans notre société, parce que moi, j'ai beau avoir des idées, et avec mon mari, on a beau partager un combat féministe, si on veut, tout en restant socialement acceptable, parce que sinon on n'a pas d'amis. Du coup, je me dis que pour pouvoir élever mon fils dans un milieu qui fait que la société d'aujourd'hui ne nous aide pas du tout, je veux dire, oui, je lui ai offert une poupée, je vais lui offrir une cuisinière, j'essaye de lui offrir des habits non genrés sans qu'il se promène avec une petite robe, bien que si un jour il m'en demande une, je vais le laisser se promener avec sa robe. Mais admettons qu'il est à l'école avec sa robe et il revient à la maison, la robe est déchirée, il pleure, il est pas bien parce que tout le monde s'est moqué de lui, on l'a tapé. Et pratiquement aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais pouvoir élever mon fils. Et c'est vrai que on dit que c'est un problème de société, mais je pense que ça commence aussi individuellement, parce que chaque personne doit réaliser qu'il y a un problème avec notre façon nous-mêmes de percevoir les choses, et les gens ne s'en rendent même pas compte, parce que d'ailleurs quand je parle à certaines personnes et je leur parle de féministes, ah non, moi je suis pas vraiment féministe, et on l'est tous, parce que si on l'est pas, c'est qu'on a un problème en fait. Et du coup moi j'espère qu'on arrivera à trouver des solutions
Et peut-être que vous avez des pistes que vous pourriez me donner, que je pourrais explorer. Comme je sais que vous avez des enfants, peut-être que vous pouvez me dire qu'est-ce que je peux faire pour élever mon enfant au mieux en rapport avec mes valeurs et sans aller à contre-courant total de la société et me mettre à banc tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup. Il y a un livre qui a été publié, hein. Aurélia Blanc, tu seras féministe mon fils. Tu seras un homme féministe mon fils. Et lui, il est très bien. J'ai un garçon aussi et j'ai appris plein de trucs, même si je suis aussi militante et tout. Voilà, je vous le conseille. Aurélia Blanc, tu seras un homme féministe mon fils. Aurélia Blanc, tu seras un homme féministe mon fils. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, une réaction de quelqu'un? Ouais, moi je veux bien. Moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est super galère en fait. J'ai un fils qui a 8 ans et quand j'ai su que c'était un garçon, déjà, j'avais beaucoup moins d'idées que si ça avait été une fille pour lui donner une éducation féministe. Mais au début, j'étais à fond, je faisais tout selon la lettre, c'est-à-dire que j'avais acheté des trucs roses et j'avais mis des barrettes quand il avait envie d'essayer et tout ça. Et en fait, je me suis vite confrontée à la réalité qui est que je pense que ça peut dépendre de la communauté où on habite ou quoi, mais en tout cas lui il se faisait courser dans la rue en disant ah, t'es une fille, t'es un garçon, réponds, t'es quoi, t'as les cheveux longs, machin. Donc c'était dur pour lui quoi. Et moi je pense que j'y suis allée trop fort au début, c'est-à-dire que je lui ai expliqué les choses comme si c'était déjà fini le patriarcat, alors que pas du tout. Et il s'est heurté au fait que pas du tout du coup, et donc j'ai mis un peu d'eau dans mon vin en lui disant moi je pense ça et en fait il y a d'autres gens qui pensent pas comme nous et donc il faut que toi tu trouves ta place au milieu de ça. S'il y a des choses que tu as envie de faire, faut pas t'empêcher de les faire parce que tu es un garçon, mais en fait je voulais pas en faire l'étendard de ma lutte, voilà c'est ça. Et donc du coup s'il y a des choses qui se sent pas prêt à faire, il faut pas qu'il culpabilise de pas le faire. Et petit à petit, il a trouvé son équilibre avec ça, c'est-à-dire que souvent, il me dit que, par exemple, il parle beaucoup de ses émotions et tout, donc ça c'est un achievement, je suis contente d'avoir gagné. Mais par contre, quand il pleure à l'école, il y a pas mal d'adultes qui lui disent, en fait, t'es un bonhomme, donc t'as pas le droit de pleurer, donc courage et tout. Et il me dit, je sais qu'ils ont tort, mais j'ai rien dit parce que j'ai pas envie de me fâcher avec les animateurs de l'école, quoi. Donc il arrive un peu à comprendre les subtilités de comment tu trouves ta place en fonction de tes opinions et des opinions des autres. Mais bon, en fait, moi, ça m'a un peu soulagée de comprendre que j'étais pas la seule à l'éduquer malgré ce qu'on nous dit. Et donc du coup, il y a aussi tous les autres. Donc je porte pas seul ce poids en tout cas moi et son père, on porte pas seul ce poids sur nos épaules. Il y a d'autres acteurs, donc on est obligé de faire avec. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je faisais un vrai truc tu vois, moi, ils ont 5 ans et 7 ans maintenant. Et en fait, il y a un moment où tu te rends compte, genre, ouais, le monde n'est pas à mon image. Et en fait, il sera pas l'enfant que j'imaginais que ce sera non plus. Bon, voilà. Donc, t'as un moment aussi, tu fais le deuil d'un certain truc. Et je pense pas que c'est que vous allez vous brouiller avec des gens. Je pense plutôt que ça va arriver, en fait, peut-être par provoque. Il va vous dire des trucs, vous allez faire non, quoi. Et peut-être il va arriver un jour et dire ah, le foot, c'est vraiment pas pour les filles. Hein. Et là, là, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, c'est avec lui que tu risques de te brouiller. Mais parce qu'il le cherchera aussi. Moi, c'est ma grande question. C'est quand t'es féministe de gauche et ton enfant, à l'adolescence, il fait quoi? Il devient sexiste de droite, quoi. Et si, normalement, d'après les psys, c'est le truc, oui, il doit être en confrontation. Donc, c'est un peu ce qui nous attend. T'imagines? J'ai trop peur qu'il veuille être policier. Ou banquier. Mais non, mais en fait, ouais, on n'est pas seul à les élever, quoi. Et en vrai, les règles à la maison et les règles à l'école, c'est pas du tout les mêmes. On a grandi avec ça et ça nous a pas détruit. Et les gamins, très vite, ils font la part des choses. Ils se disent ah oui, je sais que dans tel endroit, ça se passe comme ça. Et puis à la maison, ça se passe autrement. Et voilà. Et ça se trouve, tu vois.
Ouais, ça se trouve, et c'est pour ça aussi, il faut arrêter de dire, c'est un truc qui m'agace quand les mecs qui font pas le ménage. Ah, mais c'est sa mère, elle lui a rien appris. Mais en fait, laissez-les tranquilles, les mères, quoi. Genre, non. S'il y a un mec qui devient sexiste, c'est pas forcément sa mère. Il faut aussi arrêter avec ça et se déculpabiliser. Et voilà, et ils feront, après, c'est eux, ils grandiront, ils feront le tri dans ce qu'on leur a offert. Mais c'est juste, de toute façon, ça va nous dépasser, quoi. Moi, j'ai une toute petite minute personnelle parce que j'ai 2 filles et que j'ai eu très très peur d'avoir des garçons exactement pour cette raison. Donc je compatis, mais légèrement. Je me dis quand même, je sens quand même qu'il y a un shift dans la pop culture et dans la culture qui nous entoure, même si évidemment le patriarcat reste très présent à tous les niveaux et tous les niveaux culturels. Il me semble qu'il y a quand même une ouverture du débat sur la question du genre et des inégalités. Mais bon, peut-être que c'est parce que je vis dans une bulle. Voilà, mais je vous cède la parole. Alors moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Donc j'ai 2 garçons de 1 an et 5 ans. J'ai lu ce livre, donc Tu seras un homme féministe, mon fils. Et une des choses intéressantes qu'elle dit, c'est aussi finalement quelle image nous on donne au sein de notre couple à la maison, quelle image la maman a à la maison, quelle image le papa. Alors moi je suis venue avec mon mari qui est là, donc j'espère qu'il réfléchit aussi à tout ce qui se dit ce soir. Oh la grosse pression. Mais effectivement je trouve qu'aussi ça c'est très intéressant et important. Donc moi je lutte un peu au quotidien vis-à-vis de ma famille qui va lui faire des commentaires au grand, je parle du grand, le petit, il ne comprend pas grand-chose, mais les cadeaux qu'il va recevoir à Noël, les commentaires qu'on va lui faire, qu'est-ce que tu fais comme activité parascolaire, enfin, ce genre de choses, on lutte même au sein de notre propre famille, donc avec nos mères, nos belles-mères, donc ça c'est assez compliqué. Mais vraiment, les choses auxquelles j'ai réfléchi, c'est vraiment ce qu'on véhicule comme message à la maison. Et parfois, on lui pose la question, mais qui c'est qui fait à manger à la maison ? Et alors, c'est papa et maman, parce que moi, je travaille beaucoup, mon mari travaille aussi. On essaye de partager les choses à la maison, plus ou moins comme on peut. Et j'ai bon espoir à l'adolescence. Mais l'école, c'est une bonne claque aussi. Hein, l'école, c'est une bonne claque, même si on essaye de faire ce qu'on peut à la maison. On doit lutter contre certains trucs à contre-courant. Voilà, merci. Merci. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose de plus général. De l'amour, d'abord. De l'amour pour ses enfants. Ça, c'est la base. C'est donner plein d'amour. Une relation toujours présente. Toujours le lien. Toujours le lien avec, même quand il est ado, parce que là, ce sera chaud, mais toujours le lien. Garder le lien. Parce qu'une fois qu'il a ces bases-là, c'est lui qui devra s'adapter aux agressions qu'il va recevoir, parce qu'on ne va pas y échapper. On est dans un environnement qui est agressif, quoi qu'il en soit. Subjectivement, ça veut dire une chose qui est faite ne sera pas vécue comme agressive pour une personne et sera vécue comme agressive pour une autre, juste à côté, avec le même background. Donc être dans ses bases et un jeune et un enfant qui est dans ses bases, automatiquement, il pourra gérer. Et avoir ce recul aussi, permettre d'avoir un recul entre ce qui appartient à la société, ça veut dire ses stéréotypes, ses rôles de genre, et puis ce qui m'appartient à moi en tant qu'individu. Et petits, très petits, ils savent déjà. Hein. Ils n'attendent pas d'avoir 15 ans, 12 ans de savoir écrire. Hein. Ils savent très très vite ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, leurs valeurs, ils les sentent aussi. Donc c'est très très ouvert avec ça. Je fais des soirées ou des rencontres avec des adolescents. C'est impressionnant de voir à quel point ils sont lucides sur justement l'altérité, le fait de jouer le jeu, d'être dans un groupe pour ne pas se faire discriminer, parce que le groupe est très important à cet âge-là, bien sûr. Il est identitaire. Et en même temps, de garder sa base à lui, de garder sa force, et il sait ce qu'il fait. Donc il y a tout ce jeu-là, il y a cette intelligence aussi. Pardon, moi l'amour, quand les chaussettes sont à côté de la panière à linge, j'en ai pas. Quand la vaisselle n'est pas faite, j'en ai pas. Quand le linge il sèche tout seul depuis 3 jours et que tout le monde passe devant 45 fois, j'en ai plus. Enfin, voilà, je veux dire, moi l'amour, je me brosse avec à un moment. Voilà, excusez-moi, c'est un peu vif, mais c'est comme ça que je vis les choses. Donc je ne veux plus attendre l'amour et le lien. Pour moi, c'est du flan. Les choses, elles doivent être concrètes. Moi, quand je me lève le matin, ma journée, elle est concrète, quoi. Je mets la table du petit-déj, alors on peut considérer que c'est de l'amour, et puis que je suis une super maman, mais non, je fais la job que personne ne fait, en fait. C'est juste ça, la grosse différence. Donc, voilà. Merci. On revient donc, bravo. Je comprends ce que vous dites, bien sûr, mais on n'était pas tout à fait au même niveau, mais je comprends parfaitement ce que vous dites. Non, effectivement, on avait déjà parlé de brosse en tout genre, mais effectivement... La panière à linge et le linge sale et les chaussettes, Titiou, du coup, on sent que vous avez
Oui, on a un problème en commun. Ouais, on a... Non, puisqu'on a aux solutions. Non, mais après, c'est marrant parce qu'on en a... C'est pas du tout venu, mais c'est quand même le truc. J'y pensais sur le salaire ménager et tout. On nous a tellement inculqué que la féminité, c'est le don. C'est le don, on donne, nous on est là pour ça. C'est alors effectivement sur un registre affectif, etc. Et quand on parle de dire ça coûte combien, en fait on fait combien de travail, on va sortir de l'affectif et en fait voilà, c'est du travail et comment est-ce qu'on... Mais c'est ultra révolutionnaire parce qu'il y a, je pense pour tout le monde, il y a cette idée de oui une femme c'est le don, c'est gentil, ça va ensemble quoi. Colette Free, pardon. D'où l'importance, en effet, d'être attentif au niveau de l'éducation et des modèles qu'on donne, pas seulement vis-à-vis des garçons qu'on a ou des filles, mais vraiment pour les deux, garçons et filles. C'est pas parce qu'on est une fille qu'il faut qu'on soit gentil ou disponible ou attentive à l'autre, et c'est pas parce qu'on est un garçon qu'il faut considérer que l'espace public nous appartient. Donc les parents ont un rôle important à jouer, sachant qu'ils ne seront pas tout seuls à transmettre des messages d'éducation, et qu'il y a l'école, et qu'il y a les médias, et les réseaux sociaux, et les publicités. Il y a beaucoup, et je pense que ce qu'il faut aussi transmettre, c'est un esprit critique. Quels que soient les messages contradictoires que les enfants peuvent recevoir, avoir cet esprit critique, le déconstruire et ne pas se laisser imposer des attitudes qui sont genrées, parce qu'on est une fille, on est gentil, et parce qu'un garçon, l'espace nous appartient. Mais ça, on revient un petit peu au nœud gordien du problème de dire il faut faire attention à ces filles, à ces garçons, mais si c'est la mère qui s'en occupe, du coup ça retombe sur elle. Enfin, voilà. Mais vous vouliez dire, Emma ? Ouais, sur la question de l'amour, c'est marrant parce que moi, mon fils, il m'a demandé ça il y a quelques mois. C'est pourquoi les filles, elles dessinent des cœurs partout. Et je savais pas trop quoi lui répondre et je regardais sur un site de fringues de gamins et c'est vrai que sur tous les t-shirts des filles, il y a des cœurs partout et pas du tout sur les trucs de garçons. Et c'est vrai que l'amour, c'est une des émotions qui est beaucoup enseignée aux filles et qui est pas du tout enseignée aux garçons. Genre, c'est la honte d'être amoureux et c'est la honte de parler de ses sentiments. D'ailleurs, mon fils l'a fait et il s'est fait moquer vraiment par tous ses copains, quoi. Copains. Et du coup, l'amour, c'est un des prétextes pour lesquels on fait travailler les femmes gratuitement, en fait. Du coup, ça pose aussi la question de la sexualité dans le couple hétérosexuel. Et donc, du coup, c'est, en gros, il y a une BD qui est très bien là-dessus, c'est la BD de Liv Strömquist, Les sentiments du prince Charles. Elle parle beaucoup de ça, c'est-à-dire la femme n'a rien en échange. La femme, elle donne, parce culturellement, elle est éduquée à donner de l'attention, de l'amour, etc. parce qu'elle est amoureuse et en échange, elle a juste la satisfaction d'avoir fait son job. Et derrière, le conjoint, il va utiliser toute cette affection donnée, tous ces encouragements et toute cette chaleur pour faire des choses à l'extérieur. Donc c'est une organisation un peu unilatérale. Et moi, il n'y a pas longtemps, je me suis un peu énervée sur tous ces hommes encore aujourd'hui qui partent à l'aventure. Donc là, c'était sur un mec qui partait en bateau pendant je sais pas combien de temps et du coup et tout le monde trouvait ça normal. Heureusement, il y a pas mal de féministes qui sont intervenues, mais tout le monde trouvait ça normal que par amour, sa femme passe ce travail. Et quand moi, j'apportais... Alors, je critique pas la décision individuellement, mais on peut porter un regard un peu sociologique dessus, de voir que c'est quand même toujours les mecs qui partent à l'aventure et les femmes qui restent pour s'occuper des gosses pour leur permettre. Et du coup, ça, c'est quand même intéressant à analyser. Et c'est cette question du fait que l'amour va que dans un sens, quoi, dans ce genre de situation. Et pourtant, les réactions qu'il y a, c'est comme s'il n'y avait pas des rapports de force qui traversaient tout ça. C'est elle a fait son choix, elle a accepté, c'est une femme aimante, c'est normal, etc. Donc vraiment, ce truc de l'amour, c'est bien si ça va dans les deux sens. Si ça sert de piège pour faire travailler les femmes gratuitement, mais en fait, c'est un problème. Des réactions à ça? Oui, parce que je disais, il y a une des solutions encore dont on n'a pas parlé, une ancienne, c'est la grève du sexe. Parce que vous disiez, il y a aussi un rapport entre le travail gratuit et la sexualité. Mais Lysistrata, ça avait bien marché. Non, mais on en passe aussi. Oui, je voulais juste rebondir sur ces questions des émotions parce que moi, il y a quelques années, j'avais vu une vidéo sur la charge émotionnelle qui est aussi tout le temps portée par les femmes. On est tout le temps obligé de sourire, on est tout le temps obligé d'être calme, on n'a pas le droit d'être énervé. Mais il y a aussi quelque chose dans le couple parce que moi, j'ai justement remarqué qu'en fait, quand il faut organiser des soupers avec la famille, c'est
toujours moi qui me colle. Quand il faut acheter des cadeaux, bien qu'il faut avoir justement, toute cette charge finalement, faire attention et le soin à l'autre, ben, c'est toujours aussi sur les femmes. Et donc il y a toujours aussi le travail de faire le ménage, le travail de s'occuper des enfants, et puis en fait le travail de faire le soin à l'autre. Et du coup, je trouve ça intéressant aussi ce concept de charge émotionnelle, de remarquer que finalement, en fait, moi j'ai décidé que sa famille, c'était sa famille, et puis que voilà. Emma, vous voulez réagir, spécialiste, entre autres, est-ce charge émotionnelle aussi? Ouais, en fait, ça, le piège, c'est que les femmes, elles sont chargées de maintenir la bonne ambiance dans le couple, quoi. Donc à partir de là, c'est hyper compliqué d'affronter son conjoint s'il n'a pas ramassé la chaussette, en l'occurrence, puisque on sait qu'on va passer une soirée pourrie. Et je trouve que aussi ça permet aux hommes d'utiliser certaines techniques de sabotage pour pas avoir à se charger des tâches ménagères, c'est-à-dire notamment oublier à plusieurs reprises de faire sa part. On compte sur le fait que la conjointe ne va pas vouloir rentrer dans le conflit et va finir par faire elle-même, ou faire les choses mais avec beaucoup de mauvaise humeur. Donc passer l'aspirateur en pestant parce que c'est pas pratique et parce que les meubles c'est vachement pointu, on se prend les pieds dedans, etc. Donc du coup, pour les femmes qui sont conditionnées à ne pas supporter l'agressivité et à faire des environnements calmes, bienveillants, etc. Du coup, on sait que la prochaine fois, l'aspirateur, on préfère le faire soi-même plutôt que d'avoir cette ambiance-là dans la maison. Et donc, du coup, ça remet une pièce dans l'exploitation. Oui. Moi, je trouverais très important d'avoir toujours conscience de autant parler des hommes que des femmes dès qu'on fait une politique l'égalité ou qu'on publie quelque chose. Parce que encore aujourd'hui, quand je lis certaines magnifiques programmes d'entreprise pour l'égalité ou bien les HES que j'ai lu récemment ou les objectifs du développement durable, on parle des femmes. On dit, il faut faire du mentoring pour les femmes, il faut leur apprendre à négocier leur salaire, et si j'étais un homme, je lis ça, puis je me dis, mais je ne suis pas concernée. Qu'elles arrivent à mon égalité, et puis j'attends, moi, en fait. Hein. Et je pense que c'est urgent qu'on s'adresse aux hommes dans tout ce qu'on a parlé, les stéréotypes, l'émotionnel, la charge mentale, ce qu'on veut. Hein, le congé parental, peut-être, c'est très pratique. Ça permettra peut-être à des hommes qui sont pour une fois seuls face aux tâches. Parce que l'idée du congé parental, c'est que les femmes ne sont pas là. Enfin, et donc, l'idée, c'est qu'ils soient seuls guides. C'est-à-dire, quand on visite une ville seule, on s'est documenté, on sait ce qu'on fait. Quand on suit quelqu'un d'autre, l'autre sait, puis je le suis parce qu'il habite là. Puis, l'idée, c'est que l'homme soit seul, et peut-être que là, on va viser plusieurs choses. Cette autonomie, mais la réalisation de ce dont on a parlé, le travail que c'est. Et le travail dans toutes ses facettes, émotionnelles, répondre à toutes ces critiques qui seront aussi stéréotypées contre les hommes. Planifier, recevoir sa femme qui va être fatiguée quand elle rentre, puis qui dit non, moi j'ai envie d'aller prendre mon bain, enfin je sais pas. Et je pense qu'on s'adresse peu aux hommes, et en tout cas pas encore assez aux hommes, et en prenant en compte ce que M. Crétenan dit, probablement aussi les aspects émotionnels des hommes, leur côté. Hein. Mais vraiment, moi je lis les objectifs du développement durable des Nations Unies, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est les femmes qui ont des problèmes de A à Z à ne pas être des hommes, quoi. Et voilà. Bon là, moi je voulais rebondir quand même pour dire que l'approche qu'on prône, c'est la transformative gender equality. Ça veut dire que c'est l'égalité entre les genres, bien sûr, mais transformatrice. Ça veut dire qu'un homme, il doit aussi se transformer pour comprendre cette réalité. Et c'est une démarche, et c'est vraiment une démarche intérieure aussi, en même temps qu'elle est dans le combat quotidien. Si un gars il va obtenir un temps partiel, par exemple, pour s'occuper un peu plus de ses activités familiales, il doit se battre en Suisse, hein, il ne l'obtient pas, on lui pose la question. J'ai un patron il n'y a pas longtemps qui disait, mais j'étais à table avec lui, c'était un débat il n'y a pas longtemps, et qui disait, quand j'ai quelqu'un qui arrive à 80% comme homme, et puis qui me dit, je fais un 80%, c'est pour faire la famille, pour ça joue. Et puis, il y en a certains qui m'ont dit, mais je ne sais pas pourquoi je veux un 80. Et le patron, il était outré. Il a dit, comment ça, vous ne savez pas? Et il lui a demandé pourquoi il voulait un 80. Donc, il devait justifier pour une demande d'avoir un 80 comme collaborateur. C'est dire la culture, l'emprise culturelle dans laquelle on est en Suisse, où l'homme, il est vraiment au service de l'entreprise et de l'économie, par exemple. Hein. Donc, c'est une transformation, et c'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser ces hommes. Nous, notre action, c'est de sensibiliser d'autres hommes, pas les stigmatiser,
parce qu'ils ont aussi leur réalité et ils font ce qu'ils peuvent, mais les sensibiliser à bien comprendre ce que c'est réellement la contribution qu'ils peuvent apporter à leur propre bien-être vers plus d'égalité, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas pour les femmes qu'on veut plus d'égalité, c'est pour un bien-être supérieur aussi des hommes, puisque tout le monde y gagne bien entendu, et qu'on souffre aussi de ces inégalités, même si on est l'auteur de ces inégalités en termes sociologiques ou anthropologiques. Bonsoir, merci déjà pour tout le travail que vous faites aussi en termes de pédagogie. Pour que moi, je voulais juste partager une réflexion à propos de l'idée de l'amour. Je travaille moi-même dans le care et étant un peu fraîchement diplômée, je me suis rendu compte en travaillant de manière salariée de tout le bénévolat que je faisais sans jamais m'en rendre compte. Et je trouve que là, c'est difficile de le chiffrer. Parce que autant les tâches ménagères ou le coût que ça représente, c'est plus facile de se rendre compte que de l'attention juste de ce que c'est que d'écouter quelqu'un avec une réelle empathie, avec une attention profonde. C'est complètement différent que d'écouter avec une seule oreille. Et ça, c'est pas vraiment chiffrable, en fait. Et du coup, je me dis, en termes d'amour, de don, de responsabilité aussi, de se sentir responsable de ses proches, du lien, de la famille, de tout ça, j'ai l'impression que c'est dur de le quantifier et de savoir comment s'en détacher, parce que si on ne prend pas ce rôle-là, je trouve qu'en termes de grève, c'est assez difficile de se retirer et de ne pas faire des choses qui vont avoir un impact aussi concret sur le bien-être des proches autour de nous. Je ne sais pas, Titi, vous parlez des fois d'applis, comme pour les régimes, comme on fait des applis pour tout le monde, notre nombre de pas. Oui, là, c'est clairement pas quantifiable. Je pense que la réponse est évidemment la déconstruction des identités de genre. Tu vois, on va en revenir là sur effectivement comment on a construit du féminin, comment on a construit du masculin, et du coup comment on peut les déconstruire et les changer et les remonter comme des Legos qu'on pourrait remonter ensuite. C'est clairement pas une grève qu'on peut faire, ça c'est évident. Après, il y a, t'es vraiment sur quelque chose... moi, ça m'interpelle de manière très personnelle et je vois comment, effectivement, de fait, étant avec un compagnon hétérosexuel, 2 petits garçons, je suis la seule fille dans tout ça. Donc, j'ai encore plus charge émotionnelle puisque c'est vraiment ce dont il s'agit. Et je vois ce que j'ai pu... Tu vois, il y a un moment, c'est aussi de plus faire tampon. Quand il y a un conflit c'est de dire, en fait... sortez tous les deux et puis vous allez régler votre conflit, quoi. Je sais pas comment, mais genre, allez-y, quoi. Et c'est après, je me dis, c'est à eux d'inventer leur manière de régler les choses et j'ai pas à prendre en charge toutes leurs émotions, quoi. Mais ça, c'est hyper compliqué. Ça, tu vois, je pense que c'est next step, quoi. C'est l'étape d'après, on est sur un truc... Emma, qui a bossé sur la charge émotionnelle... Toi non plus, t'as pas de solution. T'as pas un kit émotionnel. Non, désolé. Mais en 88, il y a eu une grève en France massive des infirmières et une de leurs revendications, c'était de demander du salaire pour ce travail émotionnel, parce que une explication du fait que leur salaire était très bas, c'était que comme c'était des femmes, on considérait que tout, le soin, l'écoute, tout ce qui n'était pas une action physique, c'était gratuit parce que c'était naturel. Et donc du coup, déjà en 88, elles en parlaient de ça. Donc, je pense qu'on peut commencer à travailler, à en reparler pour le prochain 8 mars, quoi. Ouais, mais c'est là où, tu vois, la question, c'est comment on s'aligne sur l'égalité. L'idée, c'est pas qu'on dise aux gens, à tout le monde, allez vous faire foutre, on veut plus vous écouter et c'est fini, et de s'aligner sur les trucs masculins d'égoïsme et tout ce qui est associé. Donc effectivement, c'est de dire, mais c'est une vraie révolution intellectuelle. Je pense que pendant très longtemps, le féminisme, ça a été se hisser au niveau du masculin. Et là, maintenant, il faut, comme toi tu le fais, tu vois, transformer et dire, non, en fait, les valeurs masculines, il y en a quand même un bon paquet qui sont bien pourries. Donc c'est plutôt à eux de changer et de venir s'aligner sur les nôtres, quoi. Ce qui suppose aussi une perte de pouvoir à l'intérieur du foyer, qui est difficile à gérer parfois. Alors évidemment, sur le papier, on a envie de plus avoir ce pouvoir-là, de décider ce qu'on mange, de décider qui met quoi comme habit, mais ça suppose quand même
Ouais, alors ça, j'en parlais dans le livre, effectivement. Mais moi, je fais un vrai rapport. Je pense que le pouvoir que les femmes ont dans la maison et qu'il y a un truc qui peut être rassurant, où effectivement, on peut avoir le dernier mot et décider des choses, c'est parce qu'on ne l'a pas à l'extérieur, quoi. Et que c'est vraiment les deux fonctionnent ensemble. Donc il y a un principe de compensation, et plus on gagnera du pouvoir à l'extérieur, et plus ce sera simple de lâcher celui à la maison. Et c'est tout con, mais quand Emma dit une des solutions, c'est aussi la lutte collective, et du coup d'un point de vue individuel, c'est s'investir à aller militer, etc. Le temps qu'on va passer à militer, c'est effectivement le temps où on n'est pas à la maison et on va laisser le conjoint faire, quoi, et gérer. Et du coup, ça déclenche, en fait, même si c'est pas ton kit solution, mais de fait, ça déclenche un passage de relais sur l'autre qui va prendre en charge, quoi. Moi, j'aurais plein de choses à dire à chaque fois que vous parlez, mais par rapport à ce que vous dites sur la lutte collective, moi déjà, j'allais dire... Alors, pour ceux qui vont avoir des bébés quand ils les ont pas encore eu, les premiers mois, vous oubliez en fait. La lutte collective, c'est après, quand ils sont un peu plus grands, tout ça. Parce que les premiers temps, en fait, vous allez avoir le temps de rien. Moi, je me souviens que j'ai lu... T'as parlé du congé maternité, t'as pété. J'ai dit, mais elles sont pas douées, ces mamans qui arrivent pas à prendre leur douche. Et après, j'ai eu un bébé et j'avais dit, je m'en fous, tu pleures, je vais prendre ma douche, je m'en fous, 5 minutes, mais je me douche. Donc ça, c'est un truc, voilà. Il faut pas se mettre... En fait, je trouve qu'on se met une énorme pression en tant que femme, et justement, ça va dans ce sens-là. Moi, je me souviens quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, ouais, ok, mais j'ai pas la solution. Et ce qui m'a aidée, c'est quand j'ai entendu Les couilles sur la table, où il y avait Manon Garcia qui disait ce que la soumission des femmes fait aux hommes. Et de me dire, ok, il faut aussi que j'y aille petit à petit, et que je me dise que c'est déjà bien que je sois là ce soir. Que j'ai dit, ok, je vais te laisser avec mon fils, et voilà, et qu'on se met une pression énorme, en fait. Et on a une culpabilité. Enfin, moi, je trouve que la maternité, je pense que j'ai déjà un taux de culpabilité très haut, mais alors là, ça a explosé. Voilà. Et c'est vraiment bien aussi de savoir se dire, et d'avoir un conjoint qui nous aide en disant, ok, là, c'est bien, voilà, fais ça, fais un truc, et ok, t'as pas fait tout ce que j'envisageais que tu fasses, mais c'est déjà bien que t'aies été prendre un bain juste 5 minutes, et que tu sois pas sorti quand il s'est mis à hurler pour voir ce qui se passait. Voilà. Ouais, mais c'est pour ça, tu vois, que je pense que c'est important qu'on dise, moi je suis pas à égalité dans mon couple, et je veux pas que le féminisme ce soit un truc qui écrase les femmes, où elles se disent, ah mais les autres elles y arrivent et j'y arrive pas. Ça a jamais été ça le but du féminisme, et je pense qu'on est assez honnêtes et l'une et l'autre pour dire, ouais, bon, on essaye, mais chez nous c'est pas non plus, tu vois, on n'y est pas non plus, quoi. Je crois qu'il y a 2 questions tout en haut qui attendent depuis longtemps, mais par contre je sais pas du tout si le câble est assez long. Non, mais je vais essayer. En fait, c'est un tout petit input parce qu'on parle beaucoup d'éducation. Mais en fait, voilà. Moi, je suis une personne transgenre. Je me considère comme homme. Je suis née comme femme. J'ai été élevée en tant que femme. Je fais actuellement une transition pour vivre en tant qu'homme. Et ça fait que j'évolue aussi je côtoie aussi beaucoup d'autres personnes qui sont aussi transgenres à différents stades de leur transition. Et je me rends très bien compte d'un truc, c'est qu'en fait, l'éducation, ça n'a pas un gros effet sur la situation. Je connais même des couples hétérosexuels où les 2 personnes sont transgenres. Donc un homme qui aura été traité comme une femme pendant son éducation et une femme qui aura été traitée comme homme pendant son éducation. La répartition des tâches, ça reste une répartition des tâches hétérosexuelle où c'est la femme qui prend l'essentiel. On voit aussi ça dans les milieux militants, dans les organisations militantes LGBT. Le travail, il est toujours fait par les femmes. Donc voilà, c'est juste un input sur le fait que je crois pas vraiment à l'éducation et que finalement le cas des personnes transgenres, c'est un exemple qui permet de supposer qu'on peut pas trop croire à l'éducation. Vous voulez réagir J'ai pas compris en fait si... En fait, j'ai pas compris si dans des couples transgenres, tu disais que les personnes, enfin si c'était avant ou après transition, en fait, que les personnes, elles gardent leur comportement d'avant transition ou elles prennent le comportement de leur transition. C'est ça, les personnes prennent le comportement de leur transition. Donc les personnes n'ont pas un comportement qui est synchronisé sur leur éducation, mais sur leur position actuelle. Mais ça peut être quand même une construction de genre. Oui. Ouais. Mais ça veut dire que je pense pas
qu'on est un grand poids en disant qu'on va éduquer autrement les petits garçons, parce que quelqu'un comme moi qui se retrouve à être un garçon qui a été éduqué comme une petite fille, j'essaye de faire des efforts et d'être efficace, mais je sais que chez moi, je suis jeune, hein, j'habite chez ma mère, mais je sais que chez moi, je laisse encore beaucoup trop de tâches ménagères à ma mère et que je ne prends pas autant mon rôle que si j'étais une femme exactement dans la même situation. Ouais, mais alors moi, je pense vraiment que les identités de genre sont des identités construites et que du coup, je peux pas différencier. Enfin, il y a d'autres cultures où ça n'a aucun sens, où juste nos discussions n'ont aucun sens, où les rapports de genre ont été construits de manière complètement différente. Et donc, je pense que peu importe que ce soit avant ou après transition, de toute façon, on grandit dans un univers avec ces identités de genre. Donc, et qu'elles influent forcément. Et comment tu les construis notamment par l'éducation. Mais je veux dire, quand je dis éducation, c'est très très vaste. C'est tout le champ des représentations qu'on a médiatiquement, qu'on a partout. C'est l'imaginaire collectif. C'est une base culturelle qu'on a sur l'identité de genre. Après, il y a un autre truc qu'on n'a pas abordé et que j'ai pas beaucoup développé quand j'ai écrit Libéré, mais dans les couples que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés, j'ai rencontré des couples où c'était vraiment inversé, où c'était la femme qui faisait rien et c'était le mec qui faisait tout à la maison. Ça existe. Et j'étais et en fait, j'ai trouvé le point commun avec les autres couples, c'est celui qui gagne le plus d'argent et celui qui en fait le moins dans la maison. Et il y a un moment, on en revient à un truc quand même de rapport économique qui est, et qui, plus on dure dans le couple, et plus ça s'aggrave. Mais il faut pas perdre ce truc-là en tête. Ça, c'est quand même hyper important. Je sais qu'il y a encore des questions, mais juste, Emma, il va falloir que tu partes à la télévision. Donc, parce qu'elle est en direct dans le 19h30. Tu passes à la télé. Ouais. Non, mais alors, ne pars pas comme ça quand même. Tu as envie de dire quelque chose, de conclure, d'avoir une petite conclusion ou de réagir. Ouais, j'ai combien de temps pour la conclusion? Le temps que tu veux. Okay. Il faut juste que dans 5-10 minutes, tu te mettes en... Du coup, c'est pas vraiment une conclusion, c'est deux trucs qui me sont venus à l'idée, je sais pas si ça va quand même, au fur et à mesure des discussions, c'est la question du pouvoir et la question de l'hétérosexualité, c'est-à-dire que par exemple, les stats montrent que les hommes qui vivent seuls, ils font leur ménage en fait, forcément, ils font les tâches ménagères, et que du coup c'est au moment où ils se mettent en couple avec une femme, pour les hommes hétérosexuels, que le temps de ménage de la femme augmente et le temps de l'homme diminue. Et donc du coup pour moi c'est le rapport de couple hétérosexuel qui est un petit peu central là-dedans, c'est-à-dire toujours ce truc de l'émancipation des hommes se fait aux dépens, ou en tout cas se nourrit du travail gratuit des femmes, quoi. Et j'ai dit quoi sur... Ah oui, la question du pouvoir. Il y a le pouvoir dans le foyer. Bon, je prends ce fait que les femmes veulent pas lâcher prise et tout, je prends ça avec des pincettes parce que c'est souvent utilisé pour dire, pour maintenir le statu quo, c'est-à-dire dire, comme de toute façon vous voulez que ça soit fait à votre façon, ou comme vous voulez pas lâcher prise, autant rester comme ça et on change rien. Donc je pense qu'effectivement il faut encourager les femmes à s'émanciper, etc., mais avec un vocabulaire et une rhétorique qui veille à ne pas les rendre coupables de la situation, quoi. Et surtout, je pense que je l'ai déjà dit, mais je le redis du coup comme ça en guise de conclusion, c'est que pour les hommes, investir la sphère privée et la sphère domestique, c'est une perte de pouvoir importante, et que c'est pour ça qu'on ne voit pas d'hommes dans les manifestations, enfin on en voit peu, on va dire. Il y a 2-3 ovnis qui vont défendre ça par principe, parce que le sujet leur tient à cœur, mais en vrai, il y a la question centrale qui est la question de l'intérêt, notamment la question de l'intérêt économique. Donc du coup, moi, à chaque fois que je parle du congé paternité à en tout cas, enfin moi j'étais dans le milieu ingénieur informatique, mes collègues ils se mettaient à bégayer en mode toutes les excuses sont possibles, oui mais il faut bien travailler, il faut bien faire tourner l'économie, mais ils veulent pas de cette place. Déjà parce que c'est pas drôle, mais aussi et surtout parce que ça veut dire précarité, pauvreté, invisibilisation. Donc voilà, j'en reviens en lutte collective et au 8 mars, etc. Et merci. Merci beaucoup, Emma. Et je crois que tu es en dédicace demain. Oui, je vais le dire, ouais. Je sais plus à quelle heure.
Merci beaucoup. Je crois qu'il faut que tu files. On peut continuer juste à prendre les questions aussi qu'on n'a pas pu prendre, voilà, parce que vous attendez depuis un moment. Je vous passe. Mais pendant ce temps, on peut applaudir Emma. Merci beaucoup, Pierre. Voilà. Ah ben voilà, on peut profiter. Laissez sortir peut-être les gens qui veulent sortir. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. C'est vraiment ça en plus. Non, c'est pas vraiment ça. Mais... Bonne soirée. Oh, ça vous va, on finit les questions et je vous le donne, ça, dès que vous sentez un. Je pensais pas me retrouver tout devant. Et merci, c'était très chouette comme discussion. Et ben, c'était cool qu'Emma soit là, mais maintenant elle n'est plus là. Mais du coup, bonjour, j'ai une question mais sur le thème de la charge mentale. Une question que j'ai depuis un certain moment et qui est revenue avec toutes ces discussions hyper intéressantes qu'on a au Créative. Moi, j'ai jamais été dans un couple hétéronormé et puis ça me fait super peur en fait. Enfin, dans le sens, je vois comment est décrit ce problème. On reconnaît tous, c'est un gros problème. Et si je me retrouve dans une relation comme ça, si un jour j'ai un enfant, ce qui n'est pas sûr, parce que moi, dans ma sphère émotionnelle, il y a un peu de... En fait, personne veut d'enfant, et personne n'en a. Économiquement, écologiquement parlant, enfin, c'est compliqué. Mais du coup, enfin, moi, je suis un peu anxieux, c'est insidieux. Comment ça se passe? Enfin, est-ce qu'on s'en rend compte qu'on impose cette charge émotionnelle à la personne qu'on aime? Enfin, on est amoureux d'une personne et on la fait souffrir, mais enfin, moi, j'ai pas envie que ça arrive. Vous voyez? Je sais pas comment on évite ça. Comment, enfin, est-ce qu'on le sait? Est-ce que les gens qui le vivent le savent? Peut-être avant de te laisser la parole, Titiou, on va écouter Colette parce qu'en fait, dans les couples homosexuels, c'est aussi à l'arrivée d'un enfant que ça commence à merdouiller, si je puis dire. C'est pas... Enfin... Non, je sais que c'est pas la question, mais juste qu'on n'a pas pu le dire à un moment donné que quel que soit si c'est un couple hétéronormé ou pas, c'est avec l'arrivée d'un enfant que la question de la charge mentale se pose. Puis comme ça, après, tu peux répondre si ça te va. En effet, c'est vrai qu'il y a eu des recherches qui ont été faites récemment sur le partage égal ou inégal des charges dans les couples gays ou lesbiens. Et en fait, ce qui apparaît comme différence, c'est qu'il n'y a pas de script genré qui influence ces couples, puisqu'en effet, il n'y a pas le modèle où la femme devrait s'investir plus dans la sphère domestique et l'homme être plus en retrait. Mais par contre, ce que ces recherches mettent en avant, c'est que l'arrivée de l'enfant est un moment en effet de bascule où là aussi il va y avoir une inégalité dans le partage des tâches et là il y a une question de pouvoir, c'est-à-dire que c'est le membre du couple qui a le salaire le plus élevé ou la position professionnelle avec le plus de responsabilités qui va moins s'investir dans la sphère familiale et c'est l'autre papa ou l'autre maman qui va justement plus s'investir dans l'éducation de l'enfant et dans la tâche domestique parce qu'elle a justement elle ou il a un revenu plus bas ou une carrière professionnelle avec moins de responsabilités. Donc là, on est plutôt dans une lecture de classe et de pouvoir pour expliquer la différence de charges. Oui. Et sur le côté insidieux de la chose, on parlait tout à l'heure de former les hommes, de les préparer à l'accouchement, à la parentalité et tout ça, mais pour les femmes, c'est aussi un truc auquel on n'est pas du tout préparé. Enfin, je sais pas, non? Et donc aux inégalités qui s'en suivent, j'ai l'impression, mais tu te laisses... Bah là, je me dis, là, les futurs, là, on vous aura prévenu, franchement. Autant moi, j'ai l'impression d'avoir été la génération sacrifiée. Nous, c'était « Ah, tout va bien, tu verras, c'est formidable. L'accouchement, ça fait pas mal. Tout est merveilleux, tu vas adorer. » Alors en fait, non.
là, j'ai l'impression, ça répond. Enfin, c'est insidieux. C'est insidieux parce que moi, on m'a menti, je me suis menti, et on s'est menti à deux en disant ah bah nous on s'aime, nous on est vachement plus forts, nous ce sera pas comme les autres, et parce que ton couple est toujours vachement mieux que celui des autres et plus exceptionnel, et qu'on est plus lucide, et que voilà. Là, j'ai l'impression qu'on vous prévient tellement. Mais d'ailleurs, je me dis, mais vous n'allez plus vous reproduire, en fait. C'est clair. Mais ouais, vous avez les outils. Vous pourrez pas dire c'était insidieux. Non, vous savez, vous avez les statistiques, vous avez les témoignages, vous avez tout. Vous n'avez plus d'excuses. Toi, tu n'as plus d'excuses. Si je peux aussi compléter... Le Goff, on le citait avant, l'inégalité qui arrive à la naissance, Lévi Le Goff, il parle aussi, il y a les facteurs structurels économiques évidents dont on parle, le pouvoir économique, dans le choix du couple, au moment de choisir le mode de vie familial, mais il y a aussi les statuts maîtres sexués, les intitule comme ça. C'est en fait le rappel de sa descendance ou de son ascendance, de sa descendance, ça veut dire de son ascendance plutôt, de ses parents. Ça veut dire qu'au moment de l'arrivée de l'enfant, ça déstabilise énormément le couple qui existait avant. Et donc, grosso modo, ils le disent un petit peu mieux que moi, les scientifiques, on se resserre sur les valeurs qu'on a connues. Et par définition, c'est celles de ses propres parents. Et souvent, elles sont plus traditionnelles. Donc, il expliquait aussi une partie de ce facteur-là, pas tout, mais il approchait aussi cette approche-là que je trouve intéressante. Et puis, il y a quand même quelque chose d'insidieux, c'est que c'est clair que lorsqu'il y a quelqu'un qui est plus longtemps à la maison que l'autre, eh bien, automatiquement, les tâches se font quand on est là. Et donc, la conscience pour le couple, c'est de se dire comment est-ce qu'on va organiser la répartition, mais la responsabilité des tâches, sachant qu'il y aura une moins grande présence de l'un ou de l'autre, puisque l'un ou l'autre travaille plus que les 42 heures, parce qu'on dit 41, 42, en fait, c'est bien plus, à 100% en Suisse en moyenne. Donc, il y a cette conscience à avoir. Et c'est vraiment des discussions et des négociations à avoir dans le couple, quel qu'il soit d'ailleurs, bien avant de l'accouchement. C'est des choses qui doivent vraiment se préparer et commencer à communiquer là autour, et c'est assez nouveau. Donc ça fait partie des challenges qui sont liés à l'arrivée de la parentalité. En fait, j'ai pas une question. Puis je peux faire son micro. Ah pardon. Oui, non, mais c'est pour Facebook. Ah oui, c'est pour Facebook. En fait, par rapport à ça, toutes les remarques qu'on vient de faire, et là, je promets que je vais pas m'énerver. C'est bon. Je suis énervée tout le temps, mais en fait, c'est intéressant parce que comment on fait quand même au quotidien? Enfin, voilà, moi j'ai 2 enfants, ça fait 25 ans que je suis avec mon mec, quand même. Donc on sort les avirons. C'est pas simple comme vie. Voilà. Puis moi, ça fait déjà un moment que je dis à toutes mes copines plus jeunes, ok, t'es pas obligé de faire des enfants. Moi, je l'ai mangé. Donc voilà, t'es pas obligé de passer par là. Et puis pour l'instant, on a peu de repères. Mais ce qu'il y a aussi, parce qu'on a quand même envie de vivre ensemble. Quand même, c'est cool de vivre ensemble aussi. Et moi, j'ai envie de dire ça, c'est qu'en fait, on se fout la pression un max en faisant de problèmes structurels des problèmes intimes aussi. C'est-à-dire que si tout à coup, il y a une mauvaise répartition des tâches à la maison, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de congé parental digne de ça. Et qu'une fois qu'on a pris le pli, eh ben, c'est vachement difficile de revenir en arrière. Donc voilà, d'où l'intérêt des luttes collectives. Et c'est là, si tu veux, que moi, je peux enrager de voir plein de mecs qui s'engagent pas plus, parce qu'ils ont tout à gagner de ça aussi. Parce que plutôt que de demander... Non mais... Oui, non mais... Enfin, à ce niveau-là, au niveau, si on veut dire, harmonieux... Ben voilà, il y a gagné là-dedans. Merde, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on se rende compte que ce qu'on est en train de subir, c'est une forme d'aliénation. Et que quand on s'engueule en couple, quel qu'il soit, ben en fait, le problème, souvent, il est plus large. Et rien que le fait de savoir ça, ça peut poser un peu le truc, puis dire, bon, ben, comment on peut agir là-dessus, en fait. Au même titre que l'intimité devient politique. Enfin, c'est juste ça. Voilà, merci. Oui, je voulais juste rajouter que c'est vrai que les luttes collectives, c'est fondamental. Je l'ai déjà dit il y a un petit moment, et plusieurs personnes l'ont dit. Le 8 mars, on sera beaucoup, j'espère. Le 25 novembre aussi, parce qu'on va faire une journée contre les violences contre les femmes, parce que derrière les couples, derrière les familles, il y a aussi beaucoup de violences.
et qu'il y a beaucoup de femmes qui en sont victimes et qui, cette violence, il faut la visibiliser maintenant. Mais ça, c'est des luttes collectives. Mais je crois que aussi l'engagement féministe a ça de particulier, c'est qu'on n'organise pas que des manifs, on se réunit. Et puis quand on se réunit, on parle entre femmes. Et quand on parle entre femmes, tout d'un coup, des problèmes privés deviennent des problèmes collectif, et on peut commencer aussi à comprendre que notre problème, qu'on croyait être la seule à vivre dans notre maison, eh bien, ce sont des problèmes collectifs, et on peut chercher des pistes, et puis on peut se sentir plus forte quand on rentre à la maison. Et ça, c'est très important. Je crois que c'est particulier aux luttes féministes, c'est ce besoin d'échanger, ce partage, se mettre ensemble, et ces espaces de discussion, comme aujourd'hui, sont fondamentaux. C'est vraiment extrêmement bien. Et les féministes ont besoin de créer ces espaces de parole pour que les femmes puissent s'exprimer, comprendre, partager, et c'est fondamental. Et puis ensuite, aller dans la rue, bien sûr. Et pas que le 8 mars. Non, et pas que le 8 mars. Oui, du coup, je vous laisse passer le micro. Tous les jours. Moi, je voulais parler de quelque chose dont on n'a pas tellement parlé jusqu'à maintenant, c'est la question de ce que ça nous coûte aussi en tant que femmes, avant même de s'en occuper, c'est de porter les enfants, de les porter, de les allaiter, et combien c'est prenant en fait, physiquement, psychologiquement, hormonalement, etc. Combien c'est peu valorisé, combien aussi c'est quelque chose qu'on fait gratuitement. Et puis, parce que je viens de le vivre, donc voilà. Et je reviens au titre de la réunion bébé boulot chaos. Combien aussi le retour à l'emploi, il est souvent difficile, très peu accompagné. Et puis, où on a des employeurs qui ont une attente qu'on soit tout de suite de nouveau performante. Et combien on constate aussi aujourd'hui de plus en plus de burn-out de jeunes mamans. Donc voilà, je voulais juste évoquer ce sujet et savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est un vrai problème de société les gens s'en fichent complètement, mais sur le burn-out maternel, ça fait 5 ans que tout le monde répète cette phrase, il faut tout un village pour élever un enfant, mais merde, c'est vrai quoi. C'est vrai, et c'est d'une violence. Ça, le congé paternité, l'idée même d'un congé maternité où une femme qui vient d'accoucher, qui a eu 8 ou 9 mois de grossesse, qui est épuisée, se retrouve seule avec un nourrisson, elle est paniquée, ça ne va pas, mais juste c'est de la torture de nous faire ça, quoi. Je pense vraiment que c'est une extrême violence. Et ouais, on a besoin, on est dans des modes de vie qui ne vont pas avec ça. Alors en plus, il y a une espèce de discours biologisant, disant oui, mais ce lien incroyable, machin, entre le bébé et la maman. Mais non, en vrai, pour le coup, au Paléolithique, on vivait en tribu, en clan, quoi. On était 15, 20, on se déplaçait et on s'occupait tous ensemble des bébés, quoi. Et c'est un vrai truc qui nous manque. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le fait de se retrouver entre nous et de se parler. Et c'est aussi de s'aider, quoi. Les enfants, on ne peut pas toutes seules. C'est trop dur, quoi. Et je pense qu'il y a un truc de communauté aussi, de femmes à reconstruire. Moi, ça m'a vachement frappée quand j'ai eu mon premier enfant et que j'ai posé des questions à ma mère. Elle m'a dit, je sais pas. Ah, franchement, les recommandations ont complètement changé. Je te donnerai aucun conseil parce que je pense que ça vaut plus rien. Et moi, j'avais vachement besoin de conseils. J'avais besoin qu'elle me fasse une transmission de savoir. Et en fait, elle se disait, non, faut demander au médecin. Tu demanderas, lui, il a passé un diplôme, il doit savoir. Enfin bon. Il y a un truc, je pense, là-dessus, tu vois, de communauté de femmes, de communauté de savoir, de s'aider, de se transmettre quelque chose qui est important et qu'on a complètement perdu, quoi. Juste par rapport au retour à l'emploi après un congé maternité, alors il y a deux aspects. D'un côté, il y a la loi sur l'égalité qui protège ou qui devrait protéger des discriminations au retour de congé maternité, puisqu'il y a des femmes qui en effet reviennent au travail et se retrouvent mises de côté parce qu'en attendant les dossiers ont été donnés à d'autres collaborateurs. Et il y a aussi un nombre de licenciements au retour du congé maternité qui est important et qui est en effet à
à régler. Et puis d'un autre côté, bon, la reprise de travail après une absence de plusieurs mois, ça devrait être dans les bonnes pratiques de préparer une reprise qui est préparée, qui est négociée, qui est progressive, et pas seulement par rapport à un congé maternité, mais par rapport à tout autre congé prolongé. On ne peut pas reprendre comme ça du jour au lendemain les dossiers qui ont été restés, qui ont été transmis à quelqu'un d'autre pendant plusieurs mois. Donc là, c'est un mélange de protection du retour de congé maternité et de la personne, donc la mère, et puis de sensibilisation des employeurs à leur devoir de protection des risques psychosociaux. Merci beaucoup à tout le monde. Je crois que oui. Et pour dire qu'il y a des offres qui existent pour des femmes qui reviennent après l'accouchement, hein, qui permettent de réfléchir, de se préparer à cette période-là pour ces femmes qui reviennent. Je connais en tout cas une ou deux en Suisse romande des femmes qui organisent ces rencontres-là en entreprise aussi. Voilà, on arrive à 2 heures de discussion. Est-ce que je peux juste conclure? Oui, elle aimerait juste poser 10 secondes et après je vous laisse conclure. Oui. C'est pour remettre une couche sur le collectif. Le collectif en général, le collectif Genevois en particulier. Dans le cadre du collectif Genevois, vous le savez peut-être déjà, il y a tout un tas de groupes de travail. Vous pouvez le trouver sur Facebook. Voilà, c'est facile. Si jamais vous pouvez venir voir Françoise, Jaja ou moi, Oline, ou les autres que je n'ai pas reconnus et qui sont là aussi, on va vous donner des infos. J'ai fait beaucoup plus que 10 secondes. On fait partie, en tout cas là, on est plusieurs, d'un groupe de travail sur le travail de care en général, le congé parental et puis la question de la maternité en particulier. On veut faire des trucs, il y a plein d'idées pour le moment, donc toutes les forces nouvelles sont bienvenues. Si vous voulez, n'hésitez pas à venir vers moi ou l'une de nous que vous connaissez. Voilà. Et merci pour cette table ronde. Ouais, moi je veux juste une dernière phrase parce que elle résume un peu le truc. Je ne connais pas les chiffres pour la Suisse, mais pour la France, ils sont vraiment frappants. Une femme qui a eu un enfant, elle est ultra pénalisée. C'est elle, sur la grille des salaires, c'est elle qui est la moins bien payée. C'est une énorme pénalité. Ce qui est intéressant, c'est quand on prend l'autre côté, parce qu'il ne faut pas oublier les hommes. Et ben, les hommes avec des enfants, ils sont mieux payés que les hommes sans enfants. En fait, avoir un enfant pour un homme, c'est un plus professionnel. Et c'est juste fou, quoi. Et il faut que ça change. Merci beaucoup à tout le monde, à Gilles Crétenant, à Kitiou.